folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. I've been on game like EA. Sippin' too soon, that pregame. Time to find two, that three-way. I just went fast like we late. I just thank God like he said. How can I not, yeah, we straight. She just tapped in like relay. Yeah, it's on me like prepaid. If you ain't hip, you adios. I just feel lucky that particle. Getting that brain like on a roll. I have my goals and I double those. I just went in, yeah, and I ain't look back. Now I got these wins, yeah, and the vibes on that. I've been vibing with the crew. Ain't no silence, that's the move. If you killin' on the vibe, you gon' meet the front door, goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. Everybody dancing, everybody vibing, everybody moving. There's no silence, bad little thing. She good vibing, make her go drip, drip, drip like an island. I know, I swear it feels like I'm on a wave. We getting turned up, we out of space. Oh, how I love all these summer days. I'm hoping this feeling don't fade away. Cause you know we always be feeling this way. Everyone drinking, we floating away. Got two biddies on me, they tryna have fun. If we run out of liquor, there's more on the way. Ooh, hey, what can I say? Only good vibes, I be all in my way. Ooh, hey, what can I say? Don't play for tomorrow, just live for the day. I've been vibing with the crew. Ain't no telling what I do. If you wanna mess with my vibe, you gon' have to say your goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. would make it this far. They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up.
I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Ay, please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to beat a submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance, ain't coming off track, no. Now when they ask what's the motive, don't talk like the show 'em. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling, they already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Run it, I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem been patted. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke bed in heaven, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get it in FT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities and never come unless you paying attention, so no, I can't miss that. Moving, MVP, I got the record, I might have to prove something. Big jumper worthy, they gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming, had to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no wins, yeah, I did all that. Had to make it happen, putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, yeah, run it, ooh, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran, living legend, bet I'm better than them. This is my ship, I'm a jacket like Letterman, y'all but not let them in, they gon' rotate this so I keep the pedaling, started a chain, the cycle is heaven sent, this is from God, but I'm not your reverend, not in the pulpit, I'm a pit bull in this element, yeah, said you gon' pull up then settle it, yeah, I've been married to this hustle, this is my ring, watch I step in it, yeah, and I ain't even got a yard, but I'ma get it here, watch how I touch down, pulling plans out the clutch, everybody getting crushed, the cut down is for us now, have to work something cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that, big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that, work, sweat, and tears breaking, even no wins, yeah, I did all that, had to make it happen, putting hours in my practice, I did all that, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs, I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs, yeah, I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, yeah, run it, ooh, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah, I really feel it's my time, think it's my, yeah.
Et nous sommes donc en stream. Salut tout le monde, comment allez-vous? Et très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du récap Bible Trotter pour débriefer les journées 2 et 3 de Betclic Elite. Beaucoup de choses cette semaine, du coup, donc il y avait 2 journées, il y avait la qualif aussi de CB en FIBA Europe Cup, pas mal de choses. Donc pour m'accompagner là-dessus, vous les connaissez comme d'habitude. C'est donc Jules et Alexis qui sont là ce soir. Salut les gars, comment ça va? Salut. Ça va nickel. Toujours avec le sourire, ça fait plaisir. Quelques petites infos avant que le stream commence. Vous l'avez vu juste en dessous de l'écran là. Je fais comme à la télé, quelque part par là, il y a dernier follow, dernier sub. J'ai mis des petites nouveautés sur le stream. Bon, il y en a d'autres qui arriveront encore. Il y a beaucoup de choses encore à améliorer, des petites alertes et tout. Donc ça progresse un peu. N'hésitez pas si vous avez des idées. Je vous remets le lien du Discord. Petit disclaimer, la semaine dernière, j'ai totalement envoyé le mauvais lien du Discord, donc je vous envoie le vrai lien du Discord si vous voulez le rejoindre, qui est celui-ci. Parce que sinon, ça vous envoie sur un Discord qui n'est pas du tout un Discord de basket. Donc voilà, ça c'est le bon lien. Il y a dessus un channel boîte à idées. Si vous avez des idées, des choses que vous voulez voir sur le stream ou quoi, n'hésitez pas à mettre vos idées dedans, c'est fait pour. Voilà, et je vous propose qu'on y aille parce que ce soir, on a du pain sur la planche quand même, les gars. Hein. Et du coup, donc on va revenir sur la journée 2. Ça fait un petit peu tard. Je vous avais posé la question si vous préfériez une petite émission jeudi et une ce soir. Vous avez préféré faire tout ce soir. Donc ça remonte à mardi dernier. Ça fait presque une semaine. Mais bon, on va débriefer ça quand même vite fait. Puis après, on fera la J3 comme ça. Premier match de cette J2. Rohan Gravelines. Rohan avait besoin de se rassurer un petit peu. Ah, je vois... Jules est très content. Rohan qui a besoin de se rassurer du coup après la défaite contre Blois à domicile. Gravelines du coup ça avait mieux démarré mais le retour sur terre a été un petit peu violent. L'opposition aura vraiment duré que 5 minutes. Derrière Rohan passe à 18-0. Après 12 minutes de jeu, j'ai noté il y avait 40-15 et on parle pas d'un score de tennis mais bien d'un score de basket. 54-34 à la pause et puis après dans le troisième quart-temps ça a déroulé, plus 37 à la fin du troisième quart-temps, plus 41 pour finir et du coup de la joie un petit peu à Vacheresse et puis de la joie pour notre Jules national. Que peux-tu en dire du coup de ce match? Ouais, on va prendre plus de temps pour ce match de la J2 contre Gravelines que celui le plus récent contre Monaco, mais des souvenirs qu'on en garde très très bons. Écoute, une prestation défensive bien autre que celle que contre Blois. Enfin, voilà ce qu'attendait Jean-Denis Choulet, une réponse notamment dans les duels. Dans les duels en individuel, défense individuelle, et ça a été le cas. Le BCM a pas vu le jour. Alors oui, il y a des circonstances atténuantes. Le BCM a fait beaucoup moins de matchs de prépa, n'était pas au complet au moment de venir à Rouen, mais l'équipe de la chorale était aussi avait en tout cas à cœur de prouver que le match de Blois était un accident. Je pense que quand tu mènes de 25 points dans le deuxième quart-temps, c'est jamais trop anodin quand même. Oui, après, même ce qu'on se dit une fois sur place avec les personnes en bord de terrain, on dit 25 points, ça commence à faire, mais des fois, on a déjà vu des remontées menées de trop de points à la mi-temps, c'est pas forcément bon des fois, mais le BCM finalement a pas su revenir et notamment tu as mis Kyle Foster en MVP du match, la fine gâchette rouennaise a qui encore finit pourtant brillé. qui a 2 sur 5 à 3 points sur ce match. Oui, enfin je dis oui, c'est sûr. Mais à 4 sur 4 à 2 points par contre. Hein. Mais il est capable de faire autre chose que shooter à 3 points. Hein. On l'a pas trop vu dans ce registre-là. Il a fait un 5 sur 5, si je dis bien n'importe quoi contre Blois. Ça me dit quelque chose, mais voilà, il est très régulier pour un rookie. Franchement, j'espère et je pense qu'on va, on va reparler de lui à quelques reprises en espérant que ça soit dans des victoires et pas dans des défaites le moins possible. Voilà. Du côté de Rohan, il y a quand même aussi la confirmation de Ronald March aussi qui a été quand même très important sur ce match. Carrément, il a ce brassard de capitaine entre guillemets qui lui a été confié après le départ de Clément Cavallo et puis c'est peut-être pas forcément un leader vocal mais sur le terrain vraiment il montre l'exemple et c'est bien. De toute façon, il faudra pas que Kyle Foster, il faudra d'autres individualités autour pour
pour que la chorale puisse espérer rentrer dans les clous des playoffs. Mais on n'est pas là, hein, loin de là, puisque la défaite, les défaites du coup, mais on en reviendra après, de basculer à 1-2, ça, bon, c'est pas dégueulasse, mais on ça, y reviendra juste après à ça. Côté Gravelines, bon, je suis en train de regarder les stats, il n'y a quand même pas grand-chose à dire. Hein. On voit DJ Sillet, 19 points, mais bon, 1 sur 5 à 2 points, 5 sur 10 à 3 points. En soi, le pourcentage n'est pas dégueulasse, mais bon, voilà, ça reste quand même 10 shoots de prix. Ouais, c'est pas brillant. On voit que c'est à l'image quand même du score du match. Hein. Alexis, il y a quelque chose à rajouter ou pas plus que ça? Rien du tout. J'ai pas vu le match. Ça, c'est une intervention claire et concise. Voilà. Je garde mes paroles pour un peu plus tard. Hein? Je garde mon contrat de parole pour plus tard. Pas de souci. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la suite, parce que de toute façon, sur la J2, on va pas s'éterniser, je pense, comme ça fait un peu plus longtemps que c'est passé. On passe au match suivant. Nanterre-Paris, du coup, premier derby parisien de la saison. C'était sur beIN Sport. Deux équipes qui avaient perdu respectivement contre Monaco et Bourg en première journée. C'est une rencontre disputée pendant une mi-temps, avec notamment un shoot au buzzer d'Axel Toupane juste avant la mi-temps pour amener Paris à 3 points. Et bon, finalement, c'est bien Nanterre qui prend le dessus en deuxième période. Score final 97-83 et une première victoire pour la troupe de Pascal Donadieu. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a regardé un petit peu le match, qui s'est un peu renseigné? Ouais, par séquence, notamment le fait qu'Halilovic ait dominé Kamagaté dans le duel à l'intérieur. Enfin, même si Kamagaté n'a pas fait un match dégueulasse, hein, 15 points, 11 rebonds, je crois. Mais il me semble. 15 points, 11 rebonds, c'est ça, exactement. Donc 4 offensifs. Mais voilà, après, ça fait plaisir de voir le jeu proposé par Nanterre qui commence à mettre ses shoots et à proposer un basket très séduisant. Voilà, je ne sais pas ce que tu as rajouté, Alexis. Non, mais exact, hein, rien de plus. Voilà, hein, on le sait, l'ADN de cette équipe, ça reste quand même le shoot. Bon, 10 sur 25, 40% de réussite à 3 points. C'est les pourcentages qu'il faut pour l'emporter, alors qu'à Paris, on était vraiment, si je regarde les stats, 6 sur 22, donc même pas 30%, 27% seulement. Et 0 sur 5 pour Tyrone Wallace, 1 sur 5 pour Kyle Holman. Donc vraiment, c'est vrai qu'avec une telle maladresse, compliqué d'aller l'emporter et de rivaliser avec les shooters nantériens, même si je trouve que on a quand même des gros shooters à Nanterre. Pascal Donadieu, cette année, a beaucoup densifié la base intérieure, avec notamment la doublette Halilovic-Ndiaye qui tous les deux dans des registres différents. Halilovic plus porté sur l'attaque, Ndiaye plus sur la défense. Ça leur permet vraiment d'écraser leurs adversaires dans la raquette. Donc vraiment un équilibre dans la construction d'équipe qui commence à prendre forme. Attention toutefois à la surconfiance. On en reparlera dans quelques minutes pour la journée 3. Petit teasing. Bon, je pense pas qu'il y ait grand chose à rajouter. De toute façon, ouais, en effet, comme tu disais, on va reparler, je pense, de Nanterre tout à l'heure pour le match de la J3. On passe directement à la suite, si ça vous va. Match suivant, du coup, Nancy-Monaco, avec le champion de Pro B qui s'est quand même pas mal accroché face à Monaco. Il y avait qu'un petit point de retard à la fin du premier quart-temps, toujours un point à la mi-temps, et c'est en deuxième surtout que Monaco a fait l'écart. Bon voilà, score final 76-89, deuxième victoire pour Monaco en 2 matchs. Ça confirme le statut de favori pour l'emporter en Betclic Elite, tout ça. Hein. Vous en pensez quoi? Ouais, clairement, Monaco a su faire la différence en deuxième période. C'est pareil, c'est très loin pour moi et je ne l'ai pas vu en entier ce match, mais tu as bien résumé, la prestation de la Roca Team. Voilà, hein, on a vu la confirmation contre Oran après, mais non, impressionnant. Hein. Après, pas grand-chose à rajouter sur ce match-là. Et c'est vrai qu'il faut quand même souligner le combat qui a été mené par le SLUC, vraiment un SLUC accrocheur, tu l'as dit, et qui démontre que ça ne sera pas si facile que ça que de venir s'imposer à Gentilly cette année. De ce match, je ne l'ai pas regardé, mais je me souviens sur les réseaux sociaux de la LNB d'un certain Roberto Gallina qui d'ailleurs finit. J'en aurais parlé s'il ne l'avait pas fait.
qui a mis 2 énormes dunks et donc qui a montré qu'il avait des cannes. Hein. Le monsieur est en canne, le monsieur est en forme. Donc voilà, hein, pourquoi pas, hein, toujours un petit peu de spectacle, on refuse pas. C'est clair, ouais, c'était vraiment des beaux highlights. Bon, il aurait été un peu moins présent sur le. Bon, on y reviendra tout à l'heure, hein, mais c'est vrai que moi, quand j'ai vu ce match-là, je me suis dit, ouais, Roberto Gallina, je pense qu'on va pouvoir suivre, ça devrait être pas mal. Hein. Bon, puis après, du côté de Monaco, bon, c'est toujours compliqué en fait de sortir des joueurs du lot parce qu'en fait, c'est juste tellement complet que bon, là, c'est vrai que j'ai sorti du coup le MVP, c'est Alpha Diallo, du coup avec 21 dévals, mais en soi, je vois Jaron Blossomgame, du coup, qui finit à 20 dévals avec 20 points, 4 sur 5 à 3 points, enfin, c'est costaud, c'est propre quoi, Monaco. D'ailleurs, j'en profite pour dire Nancy, franchement, je sais pas si vous avez pu jeter un coup d'œil, mais la production des matchs à Nancy, des matchs à Gentilly, est vraiment top. Je trouve que c'est des matchs qui sont vraiment agréables à regarder sur la NBTV et ça fait plaisir de voir ça. Et du coup, salut à Tijoum qui vient d'arriver dans le chat, il me dit salut à tous, merci pour cette belle émission et ben merci à toi d'être là. Bon, moi on peut passer à la suite. 4e match du coup de cette journée 2, Limoges vs Le Mans. C'était donc la première pour Limoges à Beaublanc après être tombé justement à Gentilly pour la première journée face à Nancy. Donc voilà, je pense qu'il y avait besoin de se rassurer à Limoges. Ça n'a pas vraiment été le cas et on verra par la suite que ce n'est toujours pas le cas. Mais voilà, du coup, les Manceaux étaient quand même beaucoup plus en confiance après leur victoire face à Fos en première journée. C'est un match, alors j'en ai pas vu grand chose, je vous avoue. Par contre, quand je vois le score 62 à 69, je me dis que soit ça a été très défensif, soit c'était très maladroit. Mais bon, après, quand je vois les stats en soi, les pourcentages de 3 points sont pas très beaux. Donc voilà, toujours est-il qu'à la fin, donc c'est Le Mans qui s'en sort, MVP Williams Naras. Et j'ai vu surtout les supporters qui avaient beaucoup aimé George Carlton qui finit à 8 points, 8 rebonds, 4 contre en 25 minutes de jeu. Est-ce que vous avez vu un petit peu ce match-là ? Non, pas de mon côté. Voilà, après, on peut dire que c'est quand même un résultat pour moi qui, en cette période de saison, tombe sous le sens. Voilà, on a d'un côté une équipe qui parvient à garder une base très solide. Williams Naras, Valentin Chéry, Kazaka Jemikin, Terry Tarpi, bien sûr. Voilà, et de l'autre côté. Qui n'avait pas joué Terry Tarpi, il me semble, ce qui est. D'accord. S'il avait joué ou pas ? J'ai un doute. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, ne serait-ce qu'il y avait quand même 4-5 joueurs à un noyau dur, alors qu'en face, malgré sa très bonne saison, Limoges repartait avec une reconstruction à hauteur de 90%. Voilà, peut-être que là aussi, hein, le début de saison faisant, peut-être que voilà, Le Mans a su imposer sa défense à Limoges. Voilà, après, voilà, c'est le début de saison. Même si, bon, on verra par la suite que pour Limoges, les signaux pointent davantage vers le rouge que vers le vert. Je pense qu'on va en parler plus longuement tout à l'heure parce qu'en effet, il y a des choses à dire sur le sujet. Jules, tu as pu regarder un petit peu ce résultat-là ou pas du tout ? Pas spécialement non plus, non, mais juste, on va reparler du CSP tout à l'heure, mais c'est vrai que la situation, Coach Massimo dit que il faut pas s'alarmer tout de suite, forcément, hein, puisque c'est peut-être en général le fusible, c'est le coach, même s'ils l'ont re-signé, mais on sent qu'il manque encore quelque chose au niveau du CSP, alors que le MSB produit un jeu plutôt intéressant aussi. Et puis voilà, non, j'ai pas grand-chose franchement à rajouter là-dessus. Eh ben écoutez, on peut continuer. De toute façon, c'est vrai que bon, ça va être rapide sur cette journée-là parce qu'en vrai, les conclusions qu'on tire sur les équipes, on va plutôt les tirer sur la J3 pour pas trop s'avancer. Donc bon, la suite, c'est donc le Portel vs Bourg. Je pense qu'il y a eu pas mal de regards quand même sur ce match parce que voilà, Bourg, tout le monde se souvenait de la performance incroyable de Jordan Floyd du coup en première journée qui avait quand même scoré 41 points. Du côté du Portel, on cherchait la première victoire, surtout au Chaudron. On sait que pour eux, c'est un vrai avantage de jouer là-bas. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais noté que les Portellois avaient quand même pris l'ascendant en premier quart-temps et c'est dans le deuxième que la JL du coup prend le dessus. Bon, après, ils ont mené quasiment tout du long en deuxième. Le Portel a essayé de s'accrocher.
Et du côté du Portel, il y a quand même Emmanuel Nzekwezi. Je sais pas si je le prononce bien, je suis désolée, j'ai toujours des petites sueurs froides au moment de prononcer les noms. Voilà, qui en termine quand même avec 21 points, 8 rebonds, 6 passes et 30 d'évaluation. Malheureusement, ça n'aura pas été suffisant. Je sais pas si tu le prononces bien, mais en tout cas, ce jour-là, au Scrabble, il rapporte des points. Ça, je peux le Ah, dire. ça, sans nul doute. Mais du coup, voilà, donc c'est bien Bourg qui l'emporte pour terminer, qui l'emporte de 2 points. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a regardé un petit peu ce match? Et du coup, salut Angèle au passage qui est dans le chat. Je vois que vous vous battez vraiment pas pour ce match. Hein. Non, après, non. Que dire sinon que le Portel a joué crânement sa chance au chaudron et que voilà, la Gielbourg encore sur le fil parce que le premier match, ils ont été plutôt accrochés contre le Paris Basket. Et là, à 3 points, là, c'est vraiment pas beau. Hein. Ouais, quand on s'en fique au stats, c'est pas visiblement, enfin c'est pas un plus 41 quoi, mais non, pas grand chose à ajouter non plus. Personnellement, je veux pas m'attarder. En tout cas, voilà, la Gielbourg confirme en prenant un succès en Côte d'Opale. Ouais, je suis en train de regarder du coup au niveau des stats, c'est assez réparti. Parce que je suis en train de me dire, le MVP du match est quand même Pierre Pelos avec, entre guillemets, que 15 dévals. Parce qu'en fait, il y a 5 joueurs qui ont plus d'évals dans cette équipe. Il y a James Palmer, Axel Julien, Pierre Pelos, Maxime Courby et Isaiah Mike qui finissent à 10 au moins d'évals. C'est assez complet, réparti. Alors que du côté du Portel, ça a l'air d'avoir plutôt été sur, justement, à mon avis, Emmanuel Nzekwezi, il faut que j'apprenne à dire son nom. C'est d'être plutôt lui qui a performé. Zoran Nikolic qui finit à 14 dévals. Charles Noé Abouo aussi, mais c'est vrai que c'est d'être plus dépendant d'un joueur quand même. Quoi. Du coup, merci pour le follow, Tisba. Je vous propose qu'on passe à la suite. Match suivant. Dijon-Strasbourg, que j'ai essayé de suivre un peu, mais je vous avoue que la prod de ce match, alors ils essayent Dijon, mais c'était vachement saccadé. C'était un peu compliqué pour Strasbourg en termes d'adresse, surtout. Je me souviens que pendant longtemps, ils étaient genre à 1-3 points marqués. Ils finissent à 4 sur 21, mais je crois que ils doivent en mettre 3 dans le dernier quart-temps. Ils ont été longtemps à un seul 3 points marqués. C'était assez catastrophique. Globalement, de ce que je me souviens, Dijon a quand même pas mal contrôlé sur ce match-là, avec notamment David Holston qui a passé vraiment la 4e, la 5e, tout ce que vous voulez dans le dernier quart-temps, qui finit à 24 dévals, 19 points, 8 passes, 5 rebonds, c'est costaud quand même. Est-ce que vous avez regardé un peu ça? D'un œil, pareil, pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu as dit, si ce n'est la belle perf de monsieur David Holston qui, égal à son statut, a porté la JDA vers un succès contre une belle équipe de Strasbourg malgré tout, même s'ils n'étaient pas en réussite, effectivement. Oui, voilà, pareil, rien de plus à ajouter. De toute façon, on va reparler de ces équipes. De ces équipes par la suite. On va le dire, c'était pas le match de l'année non plus. Un beau match d'attaque, hein, si on s'en fie au score, mais voilà, une victoire logique. Alors attends, non, il y a un souci sur le score, il me semble. Ah non, il n'y a pas de souci. J'avais l'impression qu'ils avaient souhaité. Putain, je me rappelais même pas que Dijon avait marqué 100 points sur ce match. 100 puntos. Si. Alors, ce que je me souviens de l'avoir regardé, par contre, c'est que ce match-là était interminable. On en parlait, c'est avec quelqu'un là sur le Discord qui était dans la salle. Il disait la fin de match était interminable parce que Strasbourg revient sur la fin, ça se termine au lancer franc pendant je ne sais combien de temps et vraiment ce match était interminable à la fin. Alors c'est vrai, si on s'en fie au stade, j'ai jamais vu ça, mais pour Dijon, rien que pour Dijon, 40 lancers francs. Voilà. Ouais, quand j'ai rentré le visuel, ça m'a choqué aussi. Lancers francs et pour Strasbourg, 28. Bon. T'es sur un total de 68 lancers francs sur le match, ouais, c'est costaud. Quoi. C'est con, à un près, ça faisait un chiffre magique. Mais bon. Merci Alexis. On va clipper ça. Allez, on passe à la suite. Match suivant. Les Mets face à Pau. Du coup, il n'y a quasiment pas eu de match à Marcel Cerdan. Les Mets qui ont dominé vraiment tout de suite dans la partie. J'ai noté qu'ils avaient même limité les Palois à 21 points à première mi-temps.
Mike Stockton, beaucoup moins en vue que pour le premier match. Et du côté de Boulogne-le-Valois, c'est Hugo Besson qui a plutôt tiré son épingle du jeu avec 18 points à 100% à 2 points, 2 sur 4 derrière l'arc, 4 passes décisives, 20 d'évaluation. C'est plutôt propre. J'avoue, j'ai pas trop regardé ce match-là. J'ai vraiment cherché les infos à côté. Est-ce que vous avez regardé un petit peu, vous? Pas le match en entier, non, mais ce qu'on peut dire, voilà, c'est la confirmation que Hugo Besson n'a pas fait un retour en arrière en signant au Mets, parce que c'était forcément le fait de revenir avec son père qui est assistant en France après avoir été drafté par les Bucks, même si c'est son but d'y retourner. Voilà, il arrive à se montrer, à prendre quelques minutes et à performer. Moi, ça fait plaisir. Et puis voilà, après, si tu as quelque chose à ajouter, Alexis, je te laisse la parole. Non, bah, très rapidement, voilà, Hugo Besson, la force de la jeunesse. Il n'y a pas que Wembanyama comme jeune à haut potentiel dans cette équipe. Hugo Besson nous l'a très bien prouvé sur ce match. Et d'ailleurs, Wembanyama, voilà, pour lui qui fait un match pas terrible. Hein, alors oui, mais ce qui est fou, c'est qu'on dit qu'il fait un match pas terrible, alors que quand tu regardes les stats, il finit à 15 d'éval. Hein. Oui, non, mais la réussite au shoot, on est à 3 sur 10, quoi. Donc bon, c'est pas. C'est ça. Pour un intérieur, c'est pas le pourcentage de réussite que l'on peut attendre. Après, voilà, il fait quand même des belles actions. Évidemment, vu que c'est lui, c'est d'autant plus rapidement clippé par la Ligue. Bon, On voilà. va avoir l'occasion d'en reparler de ça aussi pour la J3 parce qu'il y a eu des choses à dire sur Boulogne-le-Valois. En évidence, mais bon. Voilà. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on passe tout de suite au dernier match de cette J2, comme ça après je pense qu'on pourra plus facilement parler plus librement, disons, sur la J3 et tirer un peu plus de conclusions, même si bon, c'est dur de tirer des conclusions au bout de 3 journées, mais bon, ce sera déjà un peu plus productif. Du coup, dernier match que j'ai gardé pour la fin sur cette journée, parce que voilà, c'est quand même le match de cette deuxième journée, c'est Blois-Asvel, et j'ai même noté match légendaire, hein, parce que je pense que c'est le cas pour le club de Blois, qui du coup recevait donc le champion en titre qui venait de perdre à Cholet et qui avait vraiment besoin de se rassurer. Pour petit rappel, j'avais prédit que Blois risquait de prendre une petite balise en représailles de la part de l'Asvel. Aujourd'hui, je me suis totalement plantée parce que donc, voilà, c'est pas une surprise, vous l'avez vu, un Blois qui s'impose. J'ai surtout noté donc le match énorme du MVP du match qui est Mbaye Ndiaye qui prend 14 rebonds et clairement vu comment Blois a dominé vraiment au rebond sur ce match et l'emporte pour moi sur le rebond, il n'y avait aucun doute que c'était lui le MVP. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce match ? D'un œil distrait pour mon côté, mais si on peut revenir en arrière comme tu l'as fait Sonia avec tes prédictions qui étaient fausses, et largement d'ailleurs. Merci de le souligner, bien le souligner. Ah non mais rappelons-le, voilà, ne pas écouter ce qu'elle dit pour parier derrière sur vos sites de paris. En même temps, j'ai jamais dit qu'il fallait parier, moi. Bascule dans le game avec BetClick. Non, revenons à des choses sérieuses. BetClick, envoyez les billets là. Ouais, voilà. Les free bets. Revenons à des choses plus prosaïques. J'avais évoqué ce petit nom d'Mbaye Ndiaye qui, alors pour ceux qui suivaient la Pro B, évoquait quelque chose, mais vraiment pas connu en première division. Et j'avais dit attention, phénomène athlétique, même s'il est jeune, même s'il a été blessé, attention. Et il a pris 14 rebonds. Ça parle pour lui, 6 offensifs. Et il y a vraiment, alors même s'il a joué 33 minutes, il a beaucoup été sur le terrain. Je pense qu'il y a vraiment un axe de progression très intéressant autour de ce joueur. Et je trouve ça très bien. C'est aussi une marque de confiance que Blois l'ait conservé pour la montée. Ça veut dire qu'il compte sur lui. En plus, on lui confiant des minutes, un rôle important. Voilà, je pense que c'est l'exemple typique d'un club qui développe un jeune joueur et c'est la marche à suivre pour d'autres. Voilà. Et qui marche beaucoup sur la continuité aussi. Je pense que ça explique leur bon début de saison aussi, de vraiment ne pas s'être dit, bon allez, on passe à l'étage supérieur, du coup on vire tout le monde et on prend que des joueurs estampillés pour jouer la BetClick Elite. Non, on fait confiance aux gars qui nous ont fait monter et force est de constater que pour l'instant, en tout cas, ça marche, quoi. Tout à fait. Ouais, mais moi je voulais souligner notamment t'en parlais, donc on peut rebondir sur les bonnes perfs de Cornélie et
Et aussi, alors, j'ai pas pu le regarder en entier. Alors, les clubs font les efforts au niveau production des matchs, mais c'est vrai que le son, je sais pas si vous avez C'était regardé, mais le compliqué un peu son le son à là-bas Blois, ouais. était compliqué au jeu de paume. Ce qui est dommage Et parce que pourtant ils sont deux à commenter, les commentaires sont intéressants, mais c'est vrai que la qualité du son est compliquée par contre. Et ouais, du coup, gros shoot de l'ami Timothée Vergia sur une fin de match. Enfin, ça fait plaisir, voilà. Pareil, de voir Blois confirmer. Et une petite surprise, surtout de se dire que voilà, l'Asvel est tombé au jeu de paume. Enfin, voilà, non, mais très Puis plaisant. au-delà de ça, c'est vrai que ce qui fait plaisir, c'est de voir vraiment les images de cette fête incroyable à Blois. C'est leur premier. Enfin, quel meilleur scénario au final pour eux. C'est leur premier match dans l'élite chez eux. Ils jouent le champion de France en titre. Ils le battent chez eux. Enfin, c'est juste magnifique. Je crois que n'importe qui rêverait d'une arrivée dans l'élite comme celle-ci. Je vois pas ce qu'on peut demander de mieux en tout cas. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à ajouter sur ce match? Plus sur l'Asvel, alors on verra, voilà, même s'ils sont rassurés contre Bourg par la suite. Peut-être que ce match a aussi pointé. Alors voilà, je suis pas coach, je suis pas recruteur, loin de là, mais peut-être pas forcément, j'irai pas jusqu'à dire des incohérences de recrutement, mais peut-être un effectif qui n'est pas si cohérent, si optimum que cela puisse paraître, et notamment à l'intérieur. Voilà, alors après, sur la scène nationale, Yves Pons à Minois, ça fera le café, il n'y a pas de souci. Au niveau Euroleague, je pense que vraiment le poste d'ailier fort est le poste un peu vraiment manquant à cet ASVEL-là. Et même, je trouve, il y a bien plus d'extérieur que d'intérieur. Et on le voit sur ce match-là, Antoine Dio ne joue pas. À Cholet, il avait joué 4-5 minutes dans le dernier Dans quart. le dernier quart, ça avait été quand même assez famélique. Ouais. Et Anthony Polite, qui, comme à Cholet, à Cholet, il avait joué un peu, mais alors là, pareil, scotché sur le banc, alors que c'est un joueur non formé localement. Donc, somme toute logique, tu fais jouer tes joueurs terricains. Eh bien là, ce n'était pas le cas parce que certainement que TJ Parker avait déjà toute sa base et sa rotation au niveau extérieur et que ça lui suffisait. Il n'avait pas besoin de faire entrer plus de monde dans la danse. Donc voilà, des questions qui, alors je ne sais pas si elles ont été balayées par la victoire à Bourg, mais voilà, effectif pléthorique. Mais est-ce qu'on a du monde bien réparti à tous les postes? Est-ce qu'à l'intérieur, on n'a pas une petite dépendance surtout, à Youssouf Affal aussi? Parce que bon, c'est vrai qu'il y a quand même Geoffrey Lauvergne derrière, c'est quand même pas n'importe qui, le monsieur. Mais c'est vrai que Youssouf Affal, on le voit quand même dominant sur les séquences où il joue. On l'avait vu même à Cholet en première journée. Le problème, c'est qu'il prend aussi facilement des fautes et qu'il peut pas jouer non plus tant de minutes que ça sur certains matchs, quoi. Ouais, c'est ça. Donc après aussi, je pense que c'est une histoire que chacun accepte et comprenne son rôle en fait dans cette équipe. Forcément, équipe de superstars comme Monaco. Voilà, on vient de clubs où souvent on était le joueur dominant, habitué à recevoir la balle. Bon, bah là, il faut accepter parfois de sortir du banc, de jouer en tant que rotation et de ne pas avoir le tir entre les mains à chaque fois. Eh bien, ma foi, je pense que c'était assez complet du coup pour cette J2. Pas de All-Stars encore pour cette J2, puisque comme vous le savez, il y a le match Cholet vs Fos. Je vais remettre là en avant. Le match Cholet vs Fos, du coup, qui est reporté au 6 décembre, vu que Cholet jouait en Coupe d'Europe. Donc, je pense qu'on aura les All-Stars de la J2 qu'à ce moment-là. Donc voilà, je vous propose du coup qu'on attaque tout de suite pour la J3, où on va pouvoir parler en plus un petit peu plus librement, ça va être plus sympa. Premier match, c'était le seul match du vendredi soir. Boulogne-le-Valois vs Le Portel. Du coup, c'était à Mercel-Cerdan aussi. J'ai noté premier carton disputé avant que les Mets ne fassent le break. Ils ont compté jusqu'à 15 points d'avance. Le Portel a tenté de revenir, porté par Ron Curry et Terry Allen, et même revenu jusqu'à 6 points à 7 minutes de la fin, mais partait d'un peu trop loin. Du côté des Mets, le MVP, du coup, comme vous le voyez, il s'appelle Ibrahima Fall Faye. Je crois que je le prononce bien, mais j'ai un doute.
qui a inscrit 26 points, pris 6 rebonds et termine à 25 d'évaluation. Les jeunes se sont pas mal mis en valeur, mais je voulais quand même noter, j'ai vu très rapidement que Vincent Collet était quand même pas très content de la prestation de son équipe, donc il a même parlé d'un jeu de G-League, donc je pense qu'il y a encore du travail. Et donc voilà, les Mets qui vont s'envoler là cette semaine, qui sont d'ailleurs déjà partis à Las Vegas pour 2 matchs amicaux contre la Init League. J'avoue, je connais pas trop, du coup, je ne sais pas si je le prononce bien aussi. C'est les 4 et 6 octobre. Du coup, voilà, ils joueront pas cette semaine. Ils devaient jouer contre Roanne, justement, ils joueront pas cette semaine. Mais voilà, pour revenir sur le match, du coup, est-ce que vous avez regardé un petit peu ça, les gars? Je sais plus qui je devais lancer sur ce match-là, c'était Jules. Bah, j'ai regardé un petit peu, mais ça, enfin voilà, les Mets arrivent à s'en sortir pour l'instant, plutôt pas trop mal. Mais le fait d'avoir un effectif très jeune dans l'ensemble, bah, enfin, il y a encore beaucoup de réglages à faire, ça c'est une évidence, mais voilà, avec enfin, je pense que je me fais pas trop de soucis pour cette équipe des Mets qui reste cohérente. C'est pas encore flashy, c'est pas encore. Je pense qu'ils sont pas à leur prime, on va dire, en termes de niveau de jeu, mais voilà, ça gagne, c'est l'essentiel, on va dire. Notez, ouais, du coup, comme je parlais des jeunes, au niveau des meilleures évaluations, donc on a parlé de Ibrahima Faye. Derrière, Victor Wembanyama qui finit à 21 déval, Armel Traoré qui finit à 20 déval. Bon, Hugo Besson un peu plus discret à 8 déval, mais bon, efficace quand même. C'est vrai que c'est intéressant quand même, ces jeunes qui performent à Boulogne-le-Valois. C'est fait pour en même temps, et d'ailleurs, le petit road trip là, à Las Vegas, c'est un peu inhabituel, on va dire, par rapport à notre championnat de France. C'est clair que Las Vegas, ça va changer du portel, hein, mais voilà, après, il faut pour mettre en lumière enfin, développer les jeunes et mettre en lumière le basket français. Si ça peut aider l'équipe à progresser, tant mieux. Alexis, tu as quelque chose à ajouter sur ce match ou pas forcément? Pas forcément. Bon, et bah écoutez, on peut passer tout de suite à la suite. Hein. Ensuite, du coup, on avait dans samedi après-midi, la diffusée sur France 3, Asvel vs Bourg. C'était la première du champion en titre à la maison. Et il fallait réagir. Ils ont réagi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça a été vraiment très dur hein, pour Bourg. J'ai regardé une partie du match et c'est vrai que les Villeurbanais, ils ont vraiment rien laissé à Bourg. Ils ont pourtant tenté de revenir à 7 points dans le deuxième quart-temps. Mais bon, dans toi-même, ils ont compté jusqu'à 25 points de retard, il me semble. Grosse adresse et voilà, du coup on parlait tout à l'heure de Youssouf Afal, il a vraiment été dominant à l'intérieur et également du coup ils ont pu compter sur le talent de Parker Jackson Cartwright qui a vraiment été très bon sur ce match, un facilitateur de jeu vraiment incroyable. Donc voilà, ça passe pour l'Asvel qui peut enfin lancer sa saison. Donc voilà, qu'en as-tu pensé du coup, Alexis? Bah voilà, très belle victoire, il fallait une réaction de champion, hein, j'ai envie de dire, telle est l'expression consacrée, et ça a été le cas pour l'Asvel. En plus, c'était la cérémonie de remise des médailles de l'année passée avec la présence... Des bagues même. Oui, des bagouzes, autant pour moi. Des bagouzes de champion par Tipeee. Donc voilà, quand même, il ne fallait pas faire faux bond pour cet événement organisé à l'Astrobal, bien sûr. Et voilà, ils ont mis du cœur à l'ouvrage. Adresse, tu l'as dit, très bonne, voire même exceptionnelle. Hein. 55,6% voilà. À 3 points. Hein. Voilà, 15 sur 27 à 3 points. Bon, on peut dire que c'est plutôt carré. Non, une équipe voilà, avec un Youssouf Afal, voilà, 22 minutes, 20 points, 9 sur 10 au tir. Et puis vraiment une idée, enfin, au-delà même des statistiques, vraiment une impression de domination, en fait. C'est un joueur, on a l'impression qu'en France, alors en Euroleague, sa taille et, voilà, ne suffit pas forcément parce qu'il lui faut davantage de fondamentaux, il a plus de mal là-dessus. Mais en France, vraiment, sa taille et ses bras et son envergure suffisent à faire de lui un joueur dominant, et c'en est même parfois rageant pour les adversaires. Il n'empêche que dans un début de saison où l'Asvel a du mal en tant que collectif, donner la balle à Youssouf Afal à l'intérieur, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre et ça permet de se rassurer. Je pense que les Rodaniens en avaient bien besoin. Ce que je soulignais tout à l'heure,
est encore vrai sur le match. J'en parlais déjà un peu tout à l'heure, mais la même critique peut être faite. Antoine Dio, voilà, 1 minute. Anthony Hippolyte, bon, il en a joué un peu plus, 14. Mais du coup, c'est Polo Lacombe qui en fait les frais, scotché sur le banc, il n'a même pas joué. Et ça pose question, bien sûr. Alors après, voilà, hein, les joueurs sont grassement payés. Mais Antoine Dio, on se dit que là, ça fait vraiment fin de carrière, retraite dorée, on va Ouais, dire, ça fait à mal au cœur un l'Asvel. peu pour des joueurs comme ça en plus. Ça Hein. C'est vrai brise le que, cœur. Paul ouais. Lacombe aussi, qui est Paul pour le coup, Lacombe, moi qui est j'adore moins ce vieux. joueur et ça fait mal au cœur de le Euh, voir scotché sur le banc Ça tout fait du mal long. au cœur. C'est un joueur qui est sur le terrain, qui est présent partout, vrai couteau suisse, une sangsue. Et ça fait voilà, ça fait chier. Voilà, le mot est dit. Bon, C'est chier après, est-ce qu'on que a c'est pas des l'impression joueurs qui vont avoir plus de minutes une qu'ils fois vont que l'Euroleague s'enterrer. sera parti et qu'il faudra faire reposer des cadres un peu? Oui, c'est sûr, mais voilà, c'est vrai qu'ils sont dans des super équipes. En plus, bon, Lacombe est originaire de Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, mais c'est toujours voilà, c'est toujours un malheur, une petite pointe de couteau près du cœur que de les voir scotchés sur le banc, ce qui témoigne par ailleurs aussi de la qualité de l'effectif lyonnais. Bon, du côté de Bourg, je sais pas s'il y a grand-chose à signaler. En vrai, c'était assez dur. Peut-être Hugo Benitez par séquence qui a quand même tiré un peu son épingle du jeu. Après, bon, il y a quelques joueurs qui ont réussi par-ci par-là à faire des belles actions, mais Le c'était bon compliqué apport quand même. de Kevin Kokila aussi est à Oui, souligner, lui exact. qui connaissait bien les arceaux de l'Astrobal, et d'ailleurs qui s'en est rappelé au bon souvenir puisqu'il a mis un très beau dunk. Kevin Kokila, formé au centre de formation Villeurbanne, qui a ensuite, la saison dernière, muté vers le club satellite, hein, le Lionceau, voilà, et qui joue quand même 13 minutes, donc c'est bien avec une production intéressante. Donc tant mieux pour lui. Voilà, l'une peut-être des seules satisfactions du soir côté burgien. Niveau highlight, il me semble que c'est Isaiah Mike aussi qui a sorti un gros tomard en contre-attaque qui était pas mal. Je l'avais mis sur le Discord. C'était plutôt joli. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on passe à la suite. On va aller du côté de Carpentier où il y avait du coup Paris contre Blois. Paris qui était à 0/2 et Blois à 2/2. Et bah écoutez, les séries continuent puisque c'est Blois qui continue la série. Et j'avais commencé mes petites notes en disant justement où s'arrêtera Blois, parce que je pense que peu de monde aurait parié sur un 3/3 pour Blois pour commencer. Bon voilà, un peu comme à Nanterre, Paris, elle a pourtant pas mal pris le dessus en première mi-temps. Il comptait 8 points d'avance à la mi-temps. Et voilà, c'est plutôt en deuxième que l'ADA a pris le dessus, avec notamment 2 primés très très importants de Tyren Johnson dans le troisième quart. Et voilà, du coup, c'est encore 100 points encaissés pour Paris. Ça fait beaucoup. Je crois que le deuxième match, ils ont peut-être pris 97, je crois, pas 100, mais en gros, on doit être à peu près aux 100 points de moyenne. Ça fait beaucoup. Et donc voilà, victoire de Blois face à Paris. Du coup, Jules, qu'en as-tu pensé de ce match ? Bah, toujours, c'est même plus du coup, c'est ce qu'on se disait en pré-live, c'est que on peut plus appeler ça une surprise, hein. Maintenant, Blois, on sait pas où ils vont s'arrêter, c'est sûr, mais c'est une équipe qui, enfin, c'est compliqué même. Oula, de trouver les mots. On va y arriver, on rembobine. T'inquiète pas, ça va aller. Non, mais très intéressante. Bah, tu mets Jamie Smith. J'aime Smith à la française. Mais non, très 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 bon joueur. Tyren Johnson, très précieux. Et j'ai le souvenir aussi on parlait d'Mbaye Ndiaye, mais à domicile contre l'Asvel MVP, mais qui met un panier très très important sur la fin de match pour faire basculer le résultat à la faveur de l'ADA. Mais franchement, pour Blois, c'est super, super début de saison. J'ai mis du coup, je regardais la MVP, Jamie Smith, du coup, c'est le MVP de la Ligue aussi. C'est pour ça que j'ai mis, mais Amadou Sow finit également à 18 déval. 18 déval avec 15 points, 7 rebonds précieux aussi. Et après, plus pour parler du Paris Basket, c'est pas forcément... comment dire, on savait que ça allait être un jeu axé un peu style NBA, Showtime, etc. Mais c'est pas possible. Enfin,
il y a de plus en plus d'équipes qui peuvent rivaliser, on va dire, et mettre 100 points par match maintenant, avec les effectifs de plus en plus costauds qu'on voit dans ce championnat de France qui s'est densifié, resserré en termes d'écart de niveau. Et voilà, du coup, Blois a été capable de lutter offensivement, alors que Paris, c'est un peu faible dans le secteur défensif. La stat, quand même, vous le voyez sur l'écran, la stat parisienne, quand même, qui a shooté plus à 3 points qu'à 2 points sur ce match, avec un pourcentage pas forcément dégueu, mais qui a quand même pris 39 tirs à 3 points sur ce match, quoi. Ça confirme ce que voilà, hein, c'est Showtime, le tir du parking et compagnie. Enfin voilà, c'est pas péjoratif, hein, puisque si ça rentre, c'est très bien, mais j'ai même envie de dire tire les rigots. Merci, Alexis. Tout à fait. C'est le cas de le dire. Oui, alors après, il y a une petite anecdote. Enfin, l'anecdote, non, parce que bon, ça fait quand même rire jaune le Paris Basket, mais c'est sur le fameux les équivalences de diplôme d'entraîneur de Will Weaver, la Ligue qui a tout simplement perdu le diplôme. Je crois que c'est pas la Ligue, je crois que c'est carrément au ministère des Sports. Ou la Fédé. Ouais, je crois que c'est le ministère des Sports. Exactement. Le ministère des Sports qui égare par maladresse les diplômes américains. Donc ça fait plus d'un mois maintenant. Voilà, la crédibilité du ministère des Sports en est irrémédiablement affectée. Bon, c'est sûr que ça aide pas. Mais bon, voilà, c'est un coach américain qui prône une philosophie de jeu américaine. Voilà, tu le disais, Jules. Avec l'Europe, c'est pas pour rien qu'il y a l'Atlantique qui nous sépare. Hein. On verra bien comment ça va se goupiller par la suite. Du coup, Blois, je l'ai mis 3e, c'est le classement officiel sur le site de la Ligue, qui est en réalité premier ex-aequo, évidemment, avec les autres équipes invaincues. On va pouvoir passer à la suite. Rapidement, j'avais pas remercié tout à l'heure Ilyes, du coup, qui a follow, et puis Pure Loki qui nous met un magnifique message à destination de CB et également de Lasvel. Et écoute, je le relèverai pas, on va rester très bienveillant sur ce chat, et je relèverai que le allez CB de la fin de ce message. Du coup, la suite. On passe à Gravelines vs Dijon, à Sportica. Gravelines qui avait nettement besoin de se rassurer quand même après la petite grosse déroute à Roanne quand même. Pour la JDA, c'était un match abordé un peu plus sereinement du coup, vu qu'ils avaient gagné leurs 2 premiers matchs. Du coup, voilà, c'était un match assez disputé. C'est DJ Sillet à la fin qui vient donner la victoire pour le BCM. Bon, c'est pas au buzzer, hein, c'est sur un game winner. La JDA a eu l'occasion, en tout cas une possession pour égaliser. Ça s'est fini en perte de balle avec notamment une bonne défense de Gravelines et aussi un peu de maladresse quand même. Le ballon qui échappe des mains. Alors, je sais plus de qui c'est du côté de Dijon, mais voilà, le ballon qui échappe des mains. C'est Bramley, il me semble. David Bramley. C'est possible, ouais. Du coup, MVP du match, Dominique Olejniczak, monsieur propre du BCM à 14 points, à 100% de réussite et avec 6 rebonds et 20 dévals. Du coup, Alexis, c'était toi, je crois que je lançais sur celui-là. Oui, c'était toi. Vas-y, dis-nous ce que tu en as pensé de ce match. Ouais, j'ai vraiment bien pu regarder ce match, hormis un peu le 3e quart. Et bizarrement, c'est là que les Dijonnais font le trou. C'est un match vraiment marqué par la maladresse à 3 points d'un côté comme de l'autre. Et surtout, en fait, les Dijonnais travaillaient excellemment bien. Parce que à chaque fois, on avait des positions de shoot ouverts à 3 points. Et même s'ils ne convertissaient pas, le travail effectué était vraiment au top. Et du coup, je ne me faisais vraiment pas de soucis à la pause. Il devait être mené peut-être de 5 points, je crois 5-6 points. Et pour moi, je ne me faisais pas de doute que si l'adresse revenait, Dijon l'emporterait sans coup férir. Et donc, du coup, 3e quart-temps, l'adresse revient et Dijon passe devant. Sauf que ça cafouille un peu. Disons qu'ils n'arrivent pas à prendre le large. Gravelines s'accroche. Et alors, c'est marrant parce que c'était aussi un duel de Lilliputien entre David Holston et Justin Robinson. Et Justin Robinson, je viens de voir le stat, et il est à 1 sur 7 à 3 points. Bon, de là, c'est pas commun, ça. Hein. Il a été, il a avoiné du parking, rien. Sauf que le tir qu'il met,
c'est vraiment un tir. Voilà, c'est pas un mauvais tir en soi, puisqu'il était assez ouvert, mais en même temps, quand vous prenez un tir du logo, forcément qu'il est ouvert, qu'il est moins défendu. Et c'est le tir qu'il met pour égaliser ou pour passer devant ou pour revenir à 3 fois rien. Ça fait exploser Ouais, je sais que Sportica. Graveline Ça l'a engrange. partagé sur ses réseaux avec les Ouais, magnifiques ouais, images en plus qui sortent. C'est il est un super shot. magnifique. Il est magnifique et donc Sportica explose, surtout que derrière, on a Olenicek, comme tu le disais, qui gardait la baraque pendant le troisième quart-temps. C'est eux qui permettent à Gravelines, au Corsaire, de ne pas sombrer, si vous me permettez la métaphore. On te permet. Et voilà. Et après arrive le DJ Silly, voilà, recruté à Buduknost, voilà, une sacrée plate-bande de billets verts. Et il est là pour ça. Et voilà, il inscrit le panier de la victoire. Ce que je trouve un peu dommage sur la fin, donc voilà, la fin, c'est remise en jeu, ça fait des passes, c'est Rovat qui fait une mauvaise passe à David Bramley, qui contrôle pas bien la balle et du coup, voilà, ça se termine sans shoot tenté. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a eu, alors, je vais essayer de vous le décrire, mais vous le savez, c'est ces fins de match un peu à couteau tiré où une équipe marque pas, défense, et après, l'autre équipe ne marque pas non plus. Et on a ça pendant peut-être 3-4 possessions d'affilée. Où tu as la où ça se frustration de ne crispe, pas voir le panier qui ça se permet crispe, de libérer, quoi. ça marque pas. Et j'ai trouvé que sur ce moment-là, David Holston a peut-être fait des mauvais choix, hein, même si c'est dur de critiquer David Holston. C'est vrai qu'il a beaucoup tenté de jouer pour lui, notamment à 3 points au tir, et pas de réussite. Donc, alors je ne vais pas évidemment lui imputer la défaite, bien sûr que non, mais voilà, peut-être qu'il aura peut-être gagné à faire jouer ses coéquipiers, mais en tout cas, très belle victoire à Sportica et bravo à Gravelines. Voilà. C'est quand même une belle affaire pour Gravelines de remporter ce match quand on voit le pourcentage quand même assez catastrophique à 3 points hein, sur ce match. Ouais, mais ils se sont battus. Mais bon, ils sont battus pour, hein, ils sont battus poussés aussi par le public. Ah bah on sait que ça Voilà, pousse à Sportica. ils sont rassurés à l'intérieur. Hein, oui. Ok. Jules, tu as quelque chose à rajouter sur ce match? Franchement, vous avez été complet, mais voilà, juste pas surpris de l'apport d'Olej Isak, qui pour moi est un très, enfin, j'adore ce joueur et il est très très précieux pour J.J. Jackson et le BCM. Eh bien, je vous propose de passer au match suivant. Match suivant, c'était donc Fos vs Nanterre. Fos qui jouait que son deuxième match, puisque du coup, ils n'avaient pas pu jouer leur deuxième match contre Cholet. C'était les 50 ans des Bears, du coup, pour ce match-là. Et bah, du coup, ils ont pu bien le fêter, hein, puisqu'ils l'ont porté contre Nanterre. Pourtant, c'était mal barré en début de match. Hein. Moi, je vous avoue que j'ai lancé le stream du match. Il y avait 6-16 au bout de même pas, un peu plus de 4 minutes de jeu, je dirais. Donc, c'était mal parti. Et finalement, il y a une très belle réaction. Ils ont été portés notamment par Gabe Deveau. Alors, je crois que même les commentateurs du match de Fos ne savaient pas forcément comment on le prononce, mais je crois que c'est Gabe Deveau, qui finit à 18 points, 5 rebonds, 8 passes et 25 d'évaluation au final. Benjamin Séné qui a quand même tout tenté dans le Money Time. Hein. Il sort 2 très, très, très gros shoots à 3 points. Malheureusement, ça ne suffit pas pour Nanterre. Grosse victoire des Bears à domicile pour lancer leur saison. Du coup, c'est Alexis que je lance aussi sur celui-là. Ouais, bah, c'est un match que j'ai regardé en alternance finalement avec Gravelines Dijon. Voilà, Nanterre parti sur des bases pétaradantes. C'est souvent Keith Hornsby, j'ai remarqué lors de ses premières journées, qui fait des très bons débuts de match, létal au shoot. Ça, tu dis ça parce que tu adores ce joueur, c'est tout. Hein. Ouais. Non, c'est objectif. Non, pour le coup, il était vraiment parti sur des bases solides. Mais après, ils ont eu plus de mal à le retrouver. Alors, la défense s'adapte aussi certainement en deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est un début de match excellent. Tous les tirs sont pris, etc. Magnifique. Et puis, finalement, petit à petit, Fos revient. Troisième quart-temps, Nanterre refait un écart. Et puis, quatrième quart-temps, c'est un peu patatras. C'est vraiment Pascal Donadieu a dit qu'on a pêché par excès de confiance et c'est vraiment l'image qui était renvoyée sur le terrain pour le coup. Nanterre qui jouait avec, je crois qu'on peut utiliser le terme, un peu de suffisance.
C'est-à-dire qu'on prenait les tirs, voilà, sans forcément jouer collectivement, etc. On prenait les tirs un peu à l'emporte-pièce. J'ai l'impression que même les joueurs, bon, ils étaient un peu en dilettante, etc. Et c'est surtout dans le quatrième quart-temps où en fait il y a peut-être 3-4 pertes de balles de Nanterre en moins de 2 minutes. Ça donne du jeu de relance et forcément, Fos revient dans le match. Fos revient dans le match et repasse devant grâce à Gabe Deveau. Gaby, comme il est surnommé par les commentateurs locaux. J'adore les commentateurs de Fos, ils sont excellents. Ils sont bien décalés comme on les aime. Ça doit être le Sud. Nino Ferrer en témoigne. Mais les Bayers qui tiennent bon la barque face à Nanterre qui peut-être excès d'orgueil, qui se voyait déjà arriver au bout de 10 minutes. Eh bien non, un match de basket, c'est 40. Et malgré quand même, je trouve, un niveau de jeu assez beau, finalement, Nanterre qui se retrouve avec une victoire pour 2 défaites. Au même stade que Fos d'ailleurs. Donc voilà, au final, finalement, une domination dans le jeu qui ne se traduit pas forcément au classement. C'est vrai que c'est cher payé quand même d'être à 1-2 pour Nanterre après avoir quand même tenu bien la baraque en première journée contre Monaco. Après ce match-là où on a senti qu'ils auraient pu le prendre, hein, sans vouloir minimiser la perte de Fos, hein, mais ils auraient pu le prendre. Du coup, c'est cher payé quand même d'être à 1-2 après 3 journées. Ah bah c'est la loi du sport. Hein. Tout à fait. Du côté de Fos, alors si je dis pas de bêtises, il me semble que alors il y a eu 2 énormes contres. Vous pourrez voir sur les réseaux, ça a été sorti par la ligue. Il me semble que c'est Shevon Thompson et Trey Scott qui ont mis 2 énormes contres qui étaient vraiment incroyables à voir en direct. Ah oui, sur la fin, oui. Shevon Thompson en met un gros bien sale. Ouais, et Trey Scott aussi. Aussi, autre petite information comme ça, Stephen Brown qui s'est blessé durant le match. Oui, j'ai aperçu ça. Le meneur phocéen qui se blesse. Rémi Velin indique en conf de presse qu'il n'était même pas apte à faire du vélo, donc vraiment qu'il s'inquiétait. Donc je crois qu'il y a un examen qui va être passé d'ici le début de semaine. Et bon, la blague m'a fait bien rire, donc je vous la partage. Mais Stephen Brun, qu'on adore et qui d'ailleurs, peut-être qu'on pourra en glisser un mot, va repartir comme consultant avec la nouvelle plateforme Squeak. À rassurer tout le monde en disant que il n'y a pas de souci, qu'il n'avait pas de problème au pied et qu'il pourrait tenir sa place au prochain match, évidemment. Stephen Brown. Voilà. Excellente blague, excellente. Du côté de Fos, j'ai bien aimé aussi, pourtant ça se voit pas forcément dans les stats, mais j'ai bien aimé le match de Milan Barbic aussi. Ouais, Milan Barbic, intéressant. Dylan Afomama aussi, intéressant dans son activité, dans le jeu, rebond, etc. Assez présent aussi. Et bien, ma foi, je pense qu'on a été assez complet sur ce match-là. On va pouvoir passer tranquillement à la suite. La suite, du coup, c'est Strasbourg, Nancy. Et Strasbourg, qui avait bien besoin d'une victoire quand même pour se rassurer et lancer sa saison. C'est chose faite, du coup, dans le derby de l'Est face à Nancy. Ça fait plaisir de revoir ce derby, du coup, dans l'élite. Du coup, j'ai noté surtout forcément la première mi-temps d'un Matt Mitchell totalement intenable, qui avait déjà 24 points en compteur à la pause, c'est pas compliqué. Il a battu son record de points en carrière en une mi-temps. Bon, il a été un peu moins en vue en deuxième derrière. Nancy a quand même joué crânement sa chance, c'est revenu en deuxième. Il a cru jusqu'au bout. Il y a notamment un énorme tir à 3 points de Calvin Allès dans le Money Time qui a vraiment laissé croire aux Nanciens que c'était possible. Mais bon, voilà, finalement, quand on regarde les stats, et même visuellement sur le match, ça se voyait, là où Strasbourg vraiment gagne ce match, c'est au rebond. Ils ont dominé au rebond. Et là-dessus, il y a un grand homme que vous voyez sur le visuel. C'est Bodian ou Bodian Massa, je sais pas. Bodian, j'avais un doute justement. Bodian Massa, du coup, qui finit MVP tout simplement avec 18 rebonds. C'est énormissime. Des prises très très importantes dans le Money Time pour justement se donner des deuxièmes chances et éviter surtout à Nancy d'avoir des cartouches pour revenir. Donc voilà. J'ai noté quand même aussi le bon match de Clément Frisch aussi qui revenait à la maison, joueur formé à Strasbourg. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Jules, de ce match ? Eh ben, ouais, après, tu as été déjà très complète, mais ce que je peux rajouter, c'est sur ces 3 joueurs, j'avais prévu de parler vraiment de Massa, Frisch
et Mitchell qui ont. Désolé, je t'ai piqué tous tes trucs à dire. Non, mais ça fait partie du jeu. Hein, et non, que rajouter de plus? Ouais, voilà, très 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 bon. Ce bon vieux Matt Mitchell a été en évidence en première période et ça fait plaisir de voir la SIG. Voilà, le classement ne veut rien dire hein, pour l'instant, mais de voir la SIG choper ce premier succès, ça va faire du bien pour la confiance, pour construire le groupe. Et non, voilà, Bodian Massa, pour parler un petit peu de lui, c'est vrai qu'il m'avait déjà impressionné à Fos la saison passée physiquement. Il est encore très jeune et avec beaucoup de marge de progression, mais ça m'étonne pas en fait, d'avoir ce genre de performance où il a un rôle encore différent que celui que ça a pu être la saison passée, mais voilà, très 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 bonne perf de la SIG à domicile. Il y a un joueur rose dont on n'a pas parlé. Ouais, c'est vrai, oui, la SIG qui jouait du coup en rose comme à chaque mois d'octobre depuis 3 ans pour Octobre Rose. J'allais dire, ouais, il y a un joueur quand même dont on n'a pas parlé encore à la SIG qui fait encore qui fait un très gros match. Il est un peu croqué à 3 points, mais il finit quand même à 24 points. C'est Marcus Skin. Voilà, qui finit à 24 points, 15 dévals justement parce qu'il est quand même à 6 sur 14 à 3 points, donc ça fait beaucoup de tirs tentés, mais il en met des gros tirs et surtout on sent que ça peut rapidement devenir un des chouchous d'Uranus parce que le bonhomme, je pense que sur un All-Star Game, il se ferait bien plaisir. Je sais pas si vous avez vu ça vous aussi sur ce match. Ah ouais, il y a shooter, il y a joueur, mais bon, il n'était pas tout seul, fort heureusement, mais c'est vrai que quand un joueur prend 15 tirs, c'est quand même c'est beaucoup. Hein. Mais c'est bon. beaucoup, ouais. Du côté de Nancy, bon, on a peu moins vu Roberto Galina. Après, justement, voilà, on en a parlé tout à l'heure, qui avait fait des gros highlights contre Monaco. Ça a été plus discret. Bon, après, Stéphane Gombeau, hein, qui est là, qui finit à 14 points, 4 sur 5 à 2 points, c'est propre hein, de son côté. Calais Walker, qui a essayé quand même de mettre des cartouches, qui finit à 3 sur 5 à 3 points, qui a essayé de tenir quand même pas mal son équipe. Luke Fischer qui finit à 6 sur 8 à 2 points, 1 sur 1 à 3 points, c'est toujours précieux aussi les mains de Luke Fischer. J'ai parlé un petit peu de Calvin Alès du coup qui met un gros shoot en plus dans le Money Time, c'est pareil, 3 sur 5 à 2 points, 3 sur 6 à 3 points, en vrai il y a des perfs qui sont assez propres quand même du côté de Nancy malgré la défaite. Hein. Ah oui, c'est loin d'être une déroute hein, pour le SLUC, mais disons que la SIG a mieux géré le match, la cohérence, il y avait plus de cohérence et le momentum était globalement tout le temps pour la SIG dans cette partie, donc c'est une victoire logique on va dire, mais le SLUC c'est pas un revers alarmant quoi on va dire. Et ma foi, je pense, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, Alexis, sur ce match. Non, si ce n'est une déclaration de coach Tuovi qui dans le journal local a dit que c'était pas le match où on était là pour élire Miss Alsace. Voilà, il s'attendait à une victoire, peu importe la manière, le jeu n'avait pas à être beau. Voilà, un combat physique intense et c'est ce qui a été mené à bien par les Strasbourgeois. L'expression de Miss Alsace m'a fait sourire. Et ma foi, c'était une information très intéressante pour conclure sur ce match. C'était vraiment le point cancan. Hein. On va passer sur un match qui va vraiment ravir notre ami Jules, puisqu'on passe sur Monaco-Roanne. Du coup, un match où Roanne sera quand même accroché pendant une petite mi-temps, hein, mais bon, la marche était quand même assez haute, on va pas se cacher face à Monaco. Qui faisait en plus sa rentrée dans un tout nouveau Gaston Médecin qui est vraiment magnifique. Ils en ont fait une salle vraiment très très belle. Je suis pas sûre qu'on puisse faire mieux dans l'état. Donc voilà, les Rouennais qui ont dû faire sans Jean-Denis Choulet une bonne partie du match qui a été exclu pour 2 techniques. Justifié ou non, ça, ah bon les arbitres pourquoi donc Jules, tu vas nous raconter l'histoire des 2 techniques. Donc voilà, bon après Monaco qui fait quand même le plein de confiance du coup 3 sur 3 en championnat avant d'attaquer l'Euroleague, c'est toujours une bonne chose et en tant que Scholtes, je note quand même les premières minutes de Yohan Makoundou qui a pu se dégourdir un peu les jambes et surtout fracasser du cercle à Monaco. Jules, je te laisse la parole pour ce match, tu dois être ravi. Hein.
Ouais, on va faire très bref puisque on n'a pas besoin de s'éterniser. On sait que Monaco a un très bel effectif, ils ont gagné et puis point barre. Non, non, je vais quand même un peu plus développer que ça. C'est vrai qu'en première période, mais je crois que c'est dans le deuxième quart-temps que Jean-Denis Choulet se fait expulser. C'est ça, ouais, milieu de deuxième quart-temps. Ouais. Et ils sont plutôt dans le match à ce moment-là, comme tu disais. On sent Monaco encore, enfin, pas encore ultra dominant. La chorale qui rentre des gros shoots avec Kadri Mohendadze aussi de loin qui a été très propre. Et voilà, après, voilà, Mike James, j'ai le souvenir notamment pas vu. Kadri finit à 4 sur 5 à 3 points. Ouais, très très propre. Mais j'ai le souvenir d'un panier, la spéciale Mike James, juste avant la Ligue l'a sorti sur les réseaux. de la mi-temps, pour prendre plus 10, ça fait mal à la tête. Mais voilà, après, je sais pas quoi en ressortir, si ce n'est après, qu'ils très ont lâché sincèrement, je pense que le match de Rouen va être le match que vont faire beaucoup d'équipes à Monaco. Ça va s'accrocher pendant une petite mi-temps, le temps où il y a du jus, puis il y a un moment où c'est un tel rouleau compresseur en face que c'est compliqué de tenir pendant 40 minutes à cette intensité-là, quoi. Oui, possiblement, ouais. Et pourtant, le banc a pas été mauvais. Maxime Ross a fait aussi un très bon passage. Arthur Brouillas nous a délecté d'un très très beau dunk. Voilà. Après, non, côté rouennais, il n'y a pas grand-chose de plus à redire. Côté monégasque, là, tu as mis Mike James, mais effectivement, c'est tout un groupe qui a pu se mettre en évidence. C'était All-Star Game, alley-oop dans tous les sens, et la fête à Gaston Médecin pour la première de la saison. Alexis, le Choletais que tu es doit être heureux quand même de voir un petit peu Yohan Makoundou jouer sur ce match, ses premières minutes. Ah, bien sûr, d'autant que voilà, je l'ai couvé par ma voix en espoir. Voilà, Yohan Makoundou qui fait du Yohan Makoundou pour pour son retour. Il joue sur ses points forts. On l'a vu sur la Ligue aussi, il a été envoyé en l'air par Elio Kobo notamment, etc. Voilà, ça fait toujours du bien de le voir réussir ce genre d'action qui lui va si bien et qui lui vaut son surnom. Voilà, quoi, sinon rien de plus, si ce n'est que voilà. C'était quand même la première à Gaston Médecin depuis que la salle est passée sur le billard. Rapport à médecin, voilà. Oh. Je suis en forme ce soir. Je l'avais pas au début. J'avais pas, je dis, attends, il essaie de nous faire passer un message là. Ouais, bon, pour revenir au basket, parce que avant que j'oublie ma petite stat que j'ai vue quand même, du côté de Monaco, on note quand même qu'il y a 8 joueurs à plus de 10 déval. C'est quand même monstrueux, sachant que derrière, les 3 qui ont joué qui finissent pas à au moins 10 déval, il y a Yohan Makoundou qui finit à 7, Adrien Moerman qui finit à 7 et Léo Kobo qui finit à 5. Voilà, on est quand même sur ce calibre-là à Monaco, c'est quand même pas rien, quoi. Bon, je pense pas qu'on ait grand-chose de plus à ajouter sur ce match. On peut passer du coup au dernier match de la saison. Ouais, Jules a envie qu'on passe à la suite de toute façon. Pour terminer, du coup, ce petit récap des matchs de cette journée 3, on finit avec le Classico qui se déroulait à Pau, avec un résultat, on va dire, je pense que peut-être peu de monde aurait parié dessus il y a une dizaine de jours, puisque c'est bien Pau du coup qui a pris le dessus de quasiment 20 points sur Limoges. Du côté de Pau, on peut noter la grosse perf du coup de Marquis Cummings qui finit à 24 points avec un 4 sur 5 à 3 points quand même. Bon, voilà, j'ai noté quand même que du coup, on parle beaucoup de la profondeur de banc de Pau, mais on a quand même eu dans le troisième quart-temps un très très bon passage de Gérald Layayi du coup, et puis de Gérald Layayi et de Landy Sané aussi qui rentrent 2-3 points qui font vraiment beaucoup de bien à ce moment-là. Du côté de Limoges, ça fait du coup 3 défaites en 3 matchs. C'est un peu compliqué a priori. C'est resté très longtemps dans le vestiaire du côté de Limoges à la fin du match. Ça s'est beaucoup parlé. Donc voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match, Alexis ? Ah, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied. Oui, je voulais parler du fait que Massimo Cancelleri était resté un bon petit bout de temps porte fermée. On en a d'ailleurs eu
eu la news par Mathieu Marot, le journaliste, On a pris les évidemment infos au même endroit. du Popu du centre, voilà, qui a relayé cette information. C'est vrai que pour avoir regardé le match, alors ce qui était assez drôle quand même, c'est que Fred Weiss à chaque fois nous dit, Marquis Cummings, c'est pas un shooter. Puis à chaque fois, il shoot, dedans, ficelle. Donc après, il disait, c'est pas un shooter, mais il a quand même voilà, une très belle mécanique, etc. C'est le grand bonhomme du match. Aussi Adassane, oui, avec ses 2 filoches à 3 points qui, là, vraiment, qui font que coup sur coup, on passe de plus 6 à plus 12. Et là, l'écart se fait. Là, l'écart se crée en face une équipe de Limoges où à part Nico Lalangue et Désir Rodriguez, joueur que je commence à vraiment apprécier, qui se bat, etc. Présent au rebond, vraiment très, très intéressant. Le reste de Limoges, que ce soit les Américains, je crois qu'il y a Clark, Darren Govens qu'on a vu à Cholet. Je sais pas, la tambouille a du mal à se faire. Ouais, Alors, on a l'impression qu'il on y a quelque chose, il manque quelque chose, il manque un petit ouais, supplément d'âme dans cette équipe, quoi. ouais, alors équipe refaite à 90 hein, bien sûr, donc il faut peut-être, laisser le temps au temps aussi. Mais bon, ça fait quand même 3 matchs, 3 défaites et puis surtout 3 défaites, sans la bannière, quoi, pas forcément des défaites encourageantes. Heu, voilà, puis le fait de lâcher un peu totalement contre Pau en deuxième mi-temps, alors qu'évidemment on sait l'importance que revêt une telle opposition pour les supporters limougeaux, qui s'étaient d'ailleurs déplacés en nombre. Donc forcément, ils ont dû être déçus de leur côté. Alors, va falloir que Limoges réagisse vite, parce qu'il y a déjà, alors on va en parler tout à l'heure avec la Coupe d'Europe, mais il y a un match de BCL qui se profile dès mardi, il me semble. Et c'est vrai qu'en cet état, je ne vois clairement pas Limoges passer la phase de poule de BCL. Hein, clairement Eh pas. ben ça, on va en reparler juste après. Ne me grille pas trop ma page Europe juste après. Mais non, mais c'est une transition, voyons. Oui. Non, mais avant, il faut qu'on parle du classement vite fait et de la preview de la semaine prochaine. Donc pas trop vite les transitions quand même, monsieur, s'il vous plaît. Bon, rapidement, du coup, salut à Tomaga dans le chat. Et puis, merci Loïs pour le follow tout à l'heure aussi. J'avais pas merci. Donc voilà, ouais, du coup, ouais, c'était le premier classico de la saison. Ça a permis de faire un peu la fête à Pau, tout ça. C'est quand même bien pour eux. C'est vrai que Pau, beau début de saison, quand même, être à 2-1 après 3 journées. C'est vrai qu'on donnait quand même pas très cher de leur peau en début de saison. Bien vu, on donnait pas cher de leur peau à Pau, en effet. Je ne l'ai même pas fait involontaire, ouais, involontaire. Mais, merci de relever, Alexis, toi, je fais des blagues sans même me rendre compte. Oui. Et non, c'est vrai que ça fait super plaisir quand on voit les temps troubles un peu de la gouvernance. Mais voilà, au moins les joueurs sur le parquet, on voit bien qu'ils ne sont pas parasités voilà, par ce contexte, qui donne le meilleur d'eux. Et pour l'instant, ça l'a réussi. Et bravo à eux. Je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil au classement. Avant ça, du coup, il n'y a pas de All-Star encore sur cette journée 3. Remercie encore une fois Cholet, du coup, qui n'a pas joué ce week-end et qui fait que la journée n'est pas terminée. Voilà, c'est toujours de notre faute. S'il n'y a pas de All-Stars, on les aura pour la prochaine émission, logiquement, parce que la journée 3 se termine demain. C'est demain le Mans Cholet, du coup, pour clôturer cette journée. Pour clore cette journée, je parle même pas comme il faut. Je suis fatiguée encore un peu. Du coup, le classement. C'est le classement vraiment de la LNB. Alors, allez pas me dire ouais, mais pourquoi Blois est pas premier alors qu'ils ont autant de victoires et de matchs joués et tout Monaco. C'est le classement de la Ligue. Demandez à la Ligue. Je crois que c'est en fonction des nombres de points marqués, encaissés, un truc comme ça. Bref. Du coup, voilà, si on regarde le classement, donc il y a 4 équipes encore invaincues, même s'il n'y a pas le même nombre de matchs joués. Monaco, Le Mans, Blois et Cholet. Cholet avec un seul match joué, donc on verra par la suite. En bas de classement, il y a 3 équipes qui cherchent encore leur première victoire, Paris, Le Portel et Limoges. Preview de la journée suivante, il y aura justement un match très important sur ce bas de classement puisque Limoges reçoit Paris, donc il y a une des 2 équipes qui va débloquer son compteur, maintenant à savoir laquelle des deux. Il y a quand même, donc, comme je vous le disais, match en retard de la 3e journée demain entre Le Mans et Cholet, le derby. Samedi, du coup, on a beaucoup de matchs pour cette journée. Dijon qui reçoit Le Mans, Nancy qui reçoit Nanterre. Donc Limoges-Paris, je vous en parlais. Le Portel, du coup, qui reçoit l'Asvel pour engranger une première victoire. Ça va être compliqué comme match. Cholet qui reçoit Strasbourg. Bourg qui reçoit Pau-la-Cortèze. Et enfin, Blois qui reçoit Fos-sur-Mer. Et dimanche, on terminera cette journée avec Monaco qui reçoit Gravelines-Dunkerque. Y a un match qui vous hype plus que les autres, les gars ?
Pour ma part, hormis évidemment si on cite pas nos clubs respectifs, Nancy-Nanterre. Vraiment, Nancy-Nanterre, et je l'aurais pas forcément dit en début de saison, mais deux belles équipes. Et surtout quand on voit comment Nancy est accrocheur, je pense que ça peut être un match très sympa. Et toi, Jules, de ton côté? Bah forcément, je vois bien, je me vois bien regarder peut-être Cholet-Strasbourg, intéressant sur le papier, ou un petit Bourg-en-Bresse, Pau aussi, pourquoi pas. Sinon, C'est enfin vrai que tous les matchs sont intéressants, Bourg-Pau est mais intéressant avec Bourg, je pense qu'il va vouloir réagir du coup après la défaite à Lasvel. Pau qui est sur un bon début de saison, c'est un match intéressant. Blois, moi j'ai bien envie de regarder Blois-Fos parce que voilà, Blois, on a envie de voir s'ils vont réussir à continuer sur leur belle lancée. Fos, mine de rien, prend une victoire quand même intéressante contre Nanterre ce week-end, donc je pense que ça peut être un match intéressant aussi. Bon, sur le coup, je pense pas qu'il y ait besoin de plus s'attarder là-dessus. On va pouvoir passer à notre petite page européenne. Pour commencer, on va parler des résultats. Donc la semaine dernière, il y avait Cholet du coup qui jouait son tournoi de qualif. Il y avait une demi-finale du coup contre Beşiktaş qui a fini sur sur un score assez significatif. Et donc la finale remportée face à Leiden, c'était un match déjà un peu plus compliqué. Mais bon, on a beaucoup parlé de fatigue. Je sais que coach Laurent Villa, en conférence de presse, en est un peu défendu en disant que si on commence à parler de fatigue maintenant, ça risquait d'être compliqué pour le reste de la Coupe d'Europe. Donc voilà, je vais peut-être plutôt donner la parole à toi, Alexis, du coup, parce que tu as dû suivre, je pense, un peu plus ces deux matchs. Ouais. Alors, forcément. Ouais, bah, le premier, je l'ai regardé de loin sur la télé, bon, à contre-cœur. Bon, avec des bières quand même, et avec des amis. Au moins, tu as évité les fumigènes du coup des Turcs qui ont été craqués dès la première minute du match. Oui, mais j'ai vu ça et j'ai dit oh là là, ça, il y a le feu dans la mairie. J'avais jamais vu ça. Ma foi, vu que le projet de rénovation prend du retard, je me suis dit bon, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est pour ça en fait, ils voulaient mettre le feu à la salle pour qu'on construise une nouvelle salle. Non. Ouais. Mais blague à part, il n'y a pas eu match. Il y avait déjà 20 points d'écart à la mi-temps. C'est une équipe turque. Donc, Beşiktaş n'est plus le Beşiktaş d'avant, flamboyant, resplendissant, malheureusement. C'est plus de faire jouer des jeunes joueurs, même des jeunes Américains, en fait. Ils sortaient tous soit de G-League, soit de cursus en fac. Voilà, donc bon, et puis ils n'avaient pas joué de match officiel non plus, donc même s'il y avait des matchs amicaux. Voilà, victoire logique. Après, si on bascule sur Leiden, match que j'ai été voir cette fois-ci. Bon, peut-être que Cholet avait. Ouais, Cholet peut-être un peu fatigué, peut-être un peu, je sais pas, de surconfiance aussi, je sais pas. En tout cas, voilà, ils n'ont pas très bien commencé. Ils avaient des tirs ouverts qui ne mettaient pas, notamment à 3 points. Enfin, compliqué. Et puis au final, voilà, la mi-temps permet de remettre les idées en place. Bon troisième quart. Et puis quatrième quart, il déroule. On s'impose de 12. On remporte ce tournoi qualificatif. Voilà, et donc on se range dans la poule. Alors je sais plus, la D, la E. Jujubos, juste avant, qui me dit d'ailleurs, ils ont perdu un championnat tout à l'heure, le Beşiktaş. Alors je sais pas contre qui ils jouaient, si tu sais contre qui ils jouaient, Jujubos. C'est vrai que Beşiktaş, ça nous a paru un petit peu faible quand même sur le terrain l'autre jour. Ça nous a paru faible, en effet. Pour la poule, j'allais y venir justement, je vais te le dire. Alors, donc on est sur un fonctionnement, on a une première phase de poule à 4 équipes. Il faut finir dans les 2 premiers pour avoir une seconde phase de poule à 4 équipes. Et là, du coup, il faut encore finir dans les 2 premiers pour avoir des quarts, demi et finales qui sont des matchs aller-retour au point avérage. Il n'y a pas de belle. Dans cette première poule, on rencontrera les Belges de Malines, les Roumains de Oradea et les Bulgares du Rilski Sportist. Alors, désolé les noms, je pense que ça va à peu près. Mais ça fait envie. Hein. Ouais, ça fait envie. Ça fait envie. Jules, je sais pas, toi, ça te donne. Hein. En vrai, ça va. Bon, Belgique, Roumanie, Bulgarie, déjà, on ne plus des déplacements en Russie, parce que les déplacements en Russie, c'est quand même les plus compliqués, et on n'a pas non plus de déplacements. Attends, Jules, tu vas intervenir. Vas-y, Jules. Je voulais la placer parce que tu étais très fort, mais pour quelqu'un qui fait des études de droit, le barreau, c'est pas mal. Ouais, c'est l'objectif. C'est l'objectif. J'ai loupé un truc, je pense, voilà. Ah, t'as loupé la petite vanne sur le côté. J'ai dû louper un truc, je pense. Après, le Beşiktaş, c'est contre les promus qu'ils ont perdu. Je pense que le Beşiktaş, ça va jouer vraiment le maintien cette année. Bon, ça, mis à part,
Toi, Alexis, tu penses qu'on peut avoir quelles ambitions du côté de Cholet pour cette FIBA Europe Cup? Les ambitions, c'est très clairement pour moi, et je dis bien un minima, sans être présomptueux, sans manquer de respect aux autres équipes. On voit bien que la composition du groupe fait pas rêver. Alors, c'est des clubs que je connaissais pas, à part les Belges, mais bon, c'est pas une grosse équipe. L'objectif pour moi, à minima, c'est de passer ces fameuses 2 phases de groupe. Voilà, donc c'est d'aller jouer, on va dire, les phases finales en aller-retour, c'est au moins ça. Après, d'ici là, il y aura certainement des groupes un peu plus intéressants, enfin des équipes plutôt, des formations plus intéressantes. Je pense notamment aux Turcs de Gaziantep. Je pense aussi avec beaucoup de représentants germaniques, à savoir Dont Chemnitz, Bamberg, quand même, hein. Bamberg, qui n'est plus l'ancien Bamberg resplendissant, mais qui reste quand même une formation traditionnelle, classique. Et puis aussi Kralsheim. Voilà, donc des formations. Et puis les Italiens de Brindisi aussi intéressants. Oui, c'est vrai, Donc j'ai voilà. noté Italiens aussi. Voilà, donc moi je me dis pourquoi pas et vraiment se mêler Dans le chat, il y a Gpad Blas qui dit on va gagner l'Europe Cup. Moi, franchement, je mise sur une première victoire en Coupe d'Europe de Cholet cette saison. Oui, puis sur un lay-up de TJ Campbell à la dernière seconde aussi, parce que bon, ça a déjà été fait. Ouais, on peut, pas après tout, pourquoi pas, hein. Non, en vrai, moi j'y crois sincèrement. Jules, t'as suivi toi un petit peu, enfin tu comptes suivre un peu cette coupe-là, même de loin? Bah alors du coup, étant à vos côtés, j'ai dit je vais quand même jeter un coup d'œil, notamment par le biais des réseaux sociaux, les résultats. Pas plus que ça, hein, mais bon, voilà, ça a T'as le l'air droit de d'être. dire que tu suis pas, nous n'en serons pas choqués, y a pas de souci. Non, mais disons que là, c'était vraiment les qualifs, mais quand il y aura la Coupe d'Europe qui sera vraiment lancée, ça sera intéressant à suivre. Mais non, c'est bien déjà si Cholet a pu avoir une poule, disons, enfin, pareil, il faut pas tomber dans l'excès de confiance, mais disons plutôt facile sur le papier, contre des équipes pas référencées en tout cas. Voilà, après, non, c'est plaisant, hein, c'est plaisant. Comme dans tout sport, moi je suis toujours partisan de, comment dire, enfin suivre et supporter les équipes françaises sur la scène européenne. Donc on va regarder ça lors des prochains matchs. Et du coup, le premier match est programmé actuellement au mercredi 12 octobre. Ce sera à Cholet contre les Roumains de Oradea. Je vous propose de passer du coup aux compétitions européennes qui commencent cette semaine. On va commencer avec la BCL. Il y a 3 clubs engagés, comme vous le voyez, en BCL cette saison. 3 clubs français, Limoges, Dijon et Strasbourg. Du coup, on peut commencer déjà avec Limoges. C'est Limoges qui va lancer les hostilités. Donc le 4, ça doit être c'est demain soir contre Manresa, qui est finaliste de la saison passée en BCL quand même. C'est attaqué par Manresa. Après la claque au Classico là hier, c'est quand même pas évident. Même si bon, Manresa a quand même perdu Sylvain Francisco, Ismaël Bako et Shima Moneke, du coup, pour parler des joueurs qu'on a vus dans le championnat de France, c'est pas évident. Vous en pensez quoi? Ah bah, de toute façon, il va falloir réagir, hein, pour le CSP. Vous parliez du conciliabule de Cancelleri avec ses joueurs pour peut-être essayer de trouver une solution. Est-ce que c'est un problème interne hors basket qui perturbe les troupes? J'en sais rien. Je suis pas assez bien renseigné de ce point de vue-là, mais en tout cas, il va falloir qu'il y ait un déclic pour le CSP parce que c'est un petit peu tristoun pour l'instant. J'ai noté dans le groupe de Limoges, donc voilà, je parle de Manresa du coup, qui commence par cette équipe-là demain. Ils affrontent également le VEF Riga. Dedans, il y a un certain Jerry Blakes qui jouait à Limoges, qui n'a pas beaucoup joué à Limoges, qui a été beaucoup blessé. Nous, on le connaît bien aussi à Cholet. Il a joué à Strasbourg aussi avant. Et du coup, dans leur poule, ils ont également... Alors, je te redonne la parole juste après que je finis. Ils ont également le Benfica de Lisbonne. Dans les joueurs qu'on connaît, j'ai noté Ivan Almeida, du coup, qui a commencé à Lille, qui a joué à Roanne et à Cholet, les deux. J'ai noté Tony Douglas, du coup, qui a de nombreuses références NBA. Je ne les ai pas toutes notées, s'il y en avait trop. Et Aaron Broussard, qui a fait un petit peu de Pro B avec Fos-sur-Mer. Voilà, c'était juste pour les références des joueurs qui ont joué dans nos championnats. Je te donne la parole, Alexis. Ouais, Jerry Blakes, non, juste pour caser un mot, qui m'a offert ses godasses, une paire de ses godasses signées, parce que il se trouve que même si à Cholet aussi, il a été un peu blessé,
Moi, je suis tombé amoureux de ce joueur. Voilà, même plus que Keith Hornsby, voilà, pour Ah oui, même, quand même. voilà, Eh, je dire, hein. trouve exceptionnel. Donc, ça va être un plaisir de le rencontrer. Pour revenir plus, bah oui, plus prosaïquement sur. Oh putain, vous m'entendez? J'ai Oui, l'impression oui, que on ça a Ouais. t'entend. frisé. D'accord, OK. Il y a pas de souci. Pour revenir sur Limoges et cet affrontement avec Manresa, peut-être que Manresa est plus, est moins fort que l'année dernière au vu des départs, tu l'as dit Sonia, mais voilà, on sait que les équipes espagnoles, c'est, toujours le poison des équipes françaises, que ça soit en club ou en Clairement. équipe nationale. C'est pas du tout notre façon de jouer et j'attire l'attention, j'attire l'œil sur, Jerry Carding, qui est donc un petit meneur, de Manresa, qui provient, de Nymburk, du club tchèque notamment où jouait Wojtek Ruban. Qui est un joueur que j'adore aussi, qui est un petit pétard ambulant, très bon à 3 points. Et donc, grosse méfiance, je pense que ce sera la cible numéro 1 en défense du CSP. Eh ben, très bien pour le CSP. On peut passer à la suite. On aura ensuite donc Dijon qui se déplace au PAOK. Jamais facile de se déplacer en Grèce. On connaît les ambiances en Grèce, hein. Du côté du PAOK, il y a un joueur qu'avec Alexis on connaît très très bien à Cholet, puisqu'il y a un certain Jalen Riley qui joue là-bas, qui a laissé de très très bons souvenirs chez nous, un petit artificier à 3 points de fou. Donc voilà, déplacement compliqué pour commencer quand même pour Dijon, hein. Oui, plus compliqué, mais je pense pour moi que ce match est bien plus abordable que Manresa, pour Limoges, hein. Heu, J'espère quand même, c'est vrai qu'il y a Riley, je ne sais pas trop qui il y a à côté, voilà, mais pour moi Dijon peut l'emporter, hein, J'avoue que doit, j'ai bon, pas c'est trop que pu première regarder journée, parce que mais leur effectif était pas rentré encore sur Pro Bowlers et j'avoue que je me renseigne essentiellement sur Pro Bowlers. Je ne fais pas de pub, c'est juste comme ça. Leur effectif de cette année n'était pas dessus parce que je pense qu'ils n'ont pas dû jouer de match officiel, encore un truc comme ça. Et donc c'est vrai que bon, j'ai regardé vite fait les joueurs, j'ai reconnu que Jalen Riley, les autres, j'ai pas trop pu regarder les refs un peu qu'ils avaient, quoi. ouais, non, je Bon, pense que Dijon devrait aller l'emporter, s'ils font pas d'impair. dans les autres équipes du groupe, du coup, de Dijon, il y a donc Malaga, donc dans les joueurs qu'on connaît dans le championnat de France. J'ai noté Tyler Kalinowski qui a joué à Chalon, ça fait un petit moment déjà. Dylan Osetkowski qui jouait à l'ASVEL l'année Eh oui. dernière. Alberto Diaz, bon, c'est pas le championnat de France, mais qui a joué le championnat d'Europe là avec l'Espagne quand même. On en a quand même pas mal entendu parler dernièrement. Et Will Thomas, du coup, qui jouait à Monaco encore la saison dernière. Avec Malaga, il y a donc aussi le club de Sassari, dans les joueurs passés en France, Miro Bilan, qui avait fait de très belles perfs à Strasbourg et à Lasvel, Gérald Robinson, qui a joué à Nanterre, Monaco et Dijon, David Logan, qui a joué à Strasbourg, et Anthony Clements, qui a joué à Monaco. Il y a du beau monde quand même dans le groupe de Dijon. Ah, ça va être costaud hein, pour la JDA, pour sortir de ces poules-là, mais je pense qu'ils sont capables. Hein, ils sont peut-être pas encore au point non plus. En championnat de France, on a vu que c'était mi-figue, mi-raisin, mais alors, je pense que ça peut le faire aussi. Je suis de ton avis, Alexis. Passage salut à toi, Lucifer, qui est dans le chat. Je fasse des bonjours en même temps dans le chat. Ouais, bon, ça. Après, Dijon, c'est vrai que c'est peut-être pas la meilleure manière d'aborder la BCL après la défaite du coup à Gravelines. Ouais, mais ça peut être une occasion de réagir. Et puis bon, disons que 18h30, un match en Grèce, il y aura peut-être pas tout le monde dans la salle. Ce sera peut-être pas une grosse ambiance. Je Non, je sais parierais pas, pas j'essaie trop de là-dessus trouver quand même, perso. j'essaie de trouver des circonstances atténuantes, mais non. Après, c'est pas l'extra basket qui sera important, c'est de voir comment la JDA va aborder ce premier match. Ça va être important de bien débuter la campagne européenne. Et du coup, donc, bon, on peut passer à la troisième équipe qui est donc Strasbourg, qui reçoit les Hongrois de Zombatelli. Alors, je sais pas si je le prononce bien, ça m'a l'air d'être bon, mais voilà. Donc, Strasbourg qui vient enfin de lancer sa saison, pour le coup, c'est la meilleure des manières de se lancer avant de commencer la BCL.
J'ai pas trouvé grand-chose sur l'effectif, pareil, de Zombatelli. J'ai juste vu qu'ils avaient affronté Strasbourg déjà l'année dernière en BCL et donc les Sigmen s'étaient imposés par 2 fois contre cette équipe où jouait un certain Zilar Benke qui joue à Gravelines désormais. Je sais pas si vous avez des infos un peu sur cette équipe-là, si vous savez, si vous en savez un peu plus. Je viens de regarder du coup sur Flash Résultats. Alors Zombatelli l'année dernière, c'est une équipe qui je trouve monte en puissance. Il me semble, si je dis pas de conneries, que l'année dernière ils ont à minima passé la première phase de poule ou joué les playoffs. Il me semble que c'est en Ça deuxième avait été phase de poule qu'ils se sont rencontrés avec Strasbourg. Ouais, mais ça avait été une belle surprise que cette équipe de Zombatelli, qui est hongroise, donc on se dit, voilà, à première vue, un club facile à prendre. Au final, pas du tout. Falco Zombatelli, très intéressant. Et donc, je vois en regardant les statistiques de leur dernier match, un certain Ramon Cowles, qui, si je ne dis pas de bêtises, a joué à Fos-sur-Mer avant. Alors, c'est du temps où ils étaient remontés, mais pas encore. Enfin, c'était l'année de la descente. Ah, l'année où on les a fait descendre chez nous. Voilà, c'est ça, exactement. Je crois, ou avant, ou un peu avant, je ne sais plus. Mais Ramon Cowles avait joué, d'ailleurs, il avait sorti 30 pions contre Cholet, donc c'est pour ça que je me souviens un peu. D'accord. Un peu de. Toi, ça me parle pas plus que ça, moi. Ok, bah du coup, voilà, donc dans le reste du groupe de Strasbourg, Yak s'est qualifié du coup au tour de qualif. Alors, je sais jamais si je le prononce bien, Tofaş Bursa, c'est comme ça, il me semble qu'on dit, le club turc, dans lequel joue Rob Gray, quand même, qui a joué, qui était encore à Monaco la saison dernière, même s'il n'a pas beaucoup joué, qui a joué également à Bourg et à Boulogne-le-Valois. Et il y a également là-bas un certain Boubacar Touré qui a joué à Roanne. Dans le groupe de Strasbourg également, je sais pas si on dit UCAM, enfin Murcia, en tout cas Murcie, en ancien joueur de Betclic Elite, j'ai noté Travis Trice qui a joué à Strasbourg. Est-ce que Strasbourg est en mesure de se sortir de ce groupe selon vous? Je pense aussi. Il y a des armes et puis disons que la SIG a pu conserver une bonne base et a cette expérience du coup de la saison précédente en Europe avec des très très bonnes perfs. Et voilà, des DeAndre Lansdowne, des Matt Mitchell vont pouvoir se montrer pleinement. Et à moins d'une grosse surprise, mais je vois pas comment la SIG pourrait pas sortir des poules à minima. C'est vrai que Strasbourg, en plus, comme Dijon, c'est pareil, c'est quand même deux équipes maintenant qui ont quand même une bonne expérience de la BCL, qui ont joué toutes ou quasiment toutes les saisons de la BCL depuis que cette compétition existe. Hein. Je suis un peu plus mesuré que vous, même si pour moi Strasbourg présente le plus de chances dans les trois équipes de passer ce tour, cette phase de poule. Voilà, j'en oublie mes mots. Après, voilà, pas sous-estimer Bursa ni Murcia. C'est pas cadeau. Hein. C'est vraiment pas cadeau comme équipe. Mais ouais, c'est ça, je suis optimiste comme vous, même si en BCL, rien ne sera donné pour les clubs français cette année. Ah bah, il y a des belles équipes en face, hein, c'est clair, c'est pas cadeau. Je dirais que presque peut-être la poule la plus facile est peut-être celle de Limoges, mais après, bon, Riga, ça reste une équipe au final qui joue depuis un moment quand même aussi en BCL, il y a souvent des belles équipes là-bas, donc bon, c'est pas gagné quand même non plus, quoi. Il va falloir batailler, on va dire. Bon, et bah écoutez, je pense qu'on a fait un tour quand même assez rapide là sur la BCL, enfin assez rapide justement, assez complet, qui est pas mal. Je vous propose de passer sur l'Euroleague du coup, qui commence cette semaine, avec pour commencer, donc bon, petit point, je vous avoue, je suis pas une grande suiveuse d'Euroleague, pour être totalement transparente avec vous sur le sujet, mais le fait de faire cette émission me donne envie de beaucoup plus m'intéresser, donc petit à petit, je vais apprendre aussi. Donc voilà, le lancement des hostilités, c'est avec l'Asvel qui reçoit Milan. Bon voilà, Milan, j'ai essayé de noter les joueurs quand même qui sont passés par la Betclic Elite. J'ai noté Brandon Davis qui est passé à Chalon et à Monaco, Deshaun Thomas à Nanterre, il y a quelques années déjà. Hein. Puis bon, après, il y a du talent à peu près partout à Milan. Hein. On va pas non plus tous les citer, sinon je pense que dans 10 minutes, on y est encore. C'est costaud pour l'Asvel pour commencer quand même cette saison d'Euroleague. Hein.
Ouais, en effet, alors Milan, en plus, voilà, guidé, drivé par l'un des tout meilleurs coachs du vieux continent, à savoir Ettore Messina. Si je dis pas de bêtises, Milan qui finit troisième la saison dernière, je C'est crois qu'ils ça, remportent la petite exactement. finale Et qui se fait sortir contre le par, FC par le futur Barcelone. champion. Oui, voilà, ouais, qui se fait sortir contre l'Anadolu Efes d'un rien parce que Misic est injouable et derrière, donc il gagne le FC Barcelone qui, encore cette année, enfin l'année passée, était le favori pour le titre et qui déçoit encore une fois. Voilà, c'est une équipe vraiment très, très belle à voir jouer. J'ai pas vu tout l'effectif, mais déjà, bon, si tu cites du Brandon Davis qui était très bon au Barça, voilà, après il y a toujours Nicolo Melli, etc. Ouais, Bon, je l'ai des noté, Nicolo Italiens, Melli, ouais, sûr. évidemment, voilà, super fort. Je sais pas s'ils ont gardé, merde, comment il s'appelle putain, Sheven CJ35 qui nous Shields, parle de voilà, Sheven Voigtman. Moi, je Shields. connais pas trop, mais ça te parle sans doute, Alexis. Johannes Voigtman qui a fait un très bel Euro avec l'équipe d'Allemagne. Donc je sais plus si Sheven Shields est là-bas encore, mais c'est pareil, c'est une très très belle équipe et puis très très bien coaché. Jules, quelque chose à ajouter? Non, CJ nous non, dit voilà, faut vraiment. regarder l'Euro. J'avoue, j'ai pas trop eu le temps de regarder l'Euro. J'étais un petit peu occupée pendant le mois de septembre. Pardon, désolé, vas-y, Jules. Non, non, je disais, je vais pas m'éterniser non plus très longtemps. On a deux belles affiches quand même d'Euroleague au niveau des clubs français pour commencer. Puis de toute façon, on aura des grosses affiches. Je vais essayer de regarder aussi pas mal cette saison. C'est vrai que ça va être un peu compliqué avec les histoires de diffuseurs. Bon, il y a la nouvelle plateforme là, mais Ouais, c'est l'occasion d'en parler justement de cette nouvelle plateforme. J'avoue que c'est intéressant. Je trouve le prix assez attractif en plus, donc ça peut être intéressant à voir. pourquoi pas. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant, ne serait-ce que pour excusez-moi. Ne serait-ce que pour la refonte du duo, pour moi le Cosette. dernier duo iconique du basket français. Alors on a eu évidemment Georges Eddy, David Cosette, Jacques Monclar. Et pour moi le dernier en date sur RMC Sport, c'était inévitablement David Cosette avec Je suis Stephen désolée, mais Brun pour moi, qui, faut remettre Cosette Monclar. C'est celui-là pour moi le meilleur. ouais, mais Stephen Brun, moi j'adore. C'est vraiment un personnage décalé pour le coup. Non, mais Alors, c'est vrai que oui, très on beau adore niveau ou on commentateur, c'est déteste, clair. mais il a quand même une culture basket extrêmement Bien sûr. forte et tout. Ses petites vannes, etc., son humour, ses quiz, moi, ça me fait bien rire. Mais voilà. Et puis, on a aussi à côté Ali Traoré, avec qui d'ailleurs David Cosette commentait pour Monaco Info, que j'ai beaucoup aimé en tant que consultant, Ali Traoré. Voilà, il y aura aussi Laurent Leniam, qui ne fait donc pas que réclamer 500 000 euros au prud'homme à son ex-employeur de Bourg. Et puis on a d'autres aussi, je crois qu'il y a Simon Darnozan aussi qu'on a pu voir sur l'équipe. Ouais, il y avait beaucoup de monde Pour sur la Cholet, photo, j'ai pas identifié tout le Cédric monde, mais Ferchaud, voilà, pour Cholet. oui, Pour c'est Cholet, vrai, Cédric Ferchaud, ouais. qui Il commente commentait pas mal sur la télévision locale pour du Cholet. TLC, ouais, qui est top aussi en commentateur. Donc vraiment une très très belle équipe, très belle formation. Alors tout ça a été organisé par Fedcom, hein, donc le principal sponsor de Monaco et de l'Euroleague, qui a racheté les droits Euroleague et Eurocup. Donc il y aura aussi les matchs du Paris Basket ainsi que les matchs de Bourg. Donc ouais, tu l'as dit, un prix assez attractif. Je crois que c'est un truc comme 8 euros par mois, un truc comme ça. Ouais, puis t'as une offre, je crois, en ce moment, ça doit être genre 50 € pour l'année entière, un truc Voilà, comme ça. bon, c'est quasiment rien. Enfin, vu la qualité des commentaires, c'est franchement donné. Et aussi, je trouve ça intéressant pour attirer plus de monde encore. Ils vont mettre un match gratuit par semaine. Alors, ça ne sera pas forcément un match J'étais des pas au équipes courant de ça. françaises, mais sur leur plateforme de diffusion, un match gratuit par semaine. Donc, forcément, ils y voient un intérêt commercial, mais c'est aussi bien, ça peut attirer un public autre. Voilà. Donc, il faut saluer l'initiative quand on voit que forcément la choix, la politique, on va dire, commerciale de la Ligue vis-à-vis des droits de diffusion, pas forcément clair, pas forcément sur du long terme. Voilà, ça peut aider justement le basket européen et c'est la crème de la crème du basket européen, amener un peu de visibilité là-dessus. Bon, on peut passer du coup sur cette dernière affiche maintenant que cet aparté est fait.
Monaco, du coup, qui se déplace. C'est vraiment une semaine italienne pour nos clubs français qui se déplacent, du coup, voilà, chez un club qui retrouve la Coupe d'Europe, mais qui est un grand d'Europe historiquement, puisqu'on parle quand même de la Virtus Bologne. À Cholet, on connaît bien à l'époque, c'était le Kinder Bologne d'Antoine Rigaudot. Bon, voilà, petit aparté choletais au passage. Bon, c'est une grosse équipe. On connaît déjà, on peut citer forcément notre duo français, Isaiah Cordigné et même GT, qui sont toujours là, qui ont gagné l'Eurocup l'année dernière, qui sont toujours là. Ismaël Bako, on parlait, qui était parti de Manresa, qui du coup est maintenant à la Virtus Bologne. Dans les anciens joueurs de Betclic Elite, j'ai noté Kyle Wims, du coup, l'ex-gros shooter de Nanterre et Strasbourg. Et puis, bah voilà, pour parler des gros CV de cette équipe, comment ne pas parler de Milos Teodosic et de Marco Bellinelli, un Nico Magnon aussi, qui est quand même international italien. Donc voilà, il y a du beau monde quand même à la Virtus Bologne. Ouais, il y a du beau monde. Moi, après, Nico Magnon, oui, il est passé aux Warriors, je crois. Pour moi, je le trouve un peu surcoté, le petit rouquin, mais enfin, soit. Non, mais c'est vrai que c'est quand même une super équipe qui a roulé sur l'Eurocup, voilà, sans partage. Et ça fait plaisir, évidemment, à une ville qui pue le basket comme ça de le retrouver. Alors, il va falloir, évidemment, pour Monaco, mais même si là, Monaco, je pense, pour le coup, est favori, il va falloir pour les deux équipes françaises éviter tout ce que Jonathan Cohen appellerait la mozzarella, c'est-à-dire la négativité, comme on dit en italien. Voilà, il va falloir jouer à cœur vaillant. Mais qu'il est bon, comment on n'a pas envie de suivre le basket avec... Ah, il donne envie, c'est clair. Non, mais après, ce que je trouvais intéressant, tu vois, quand j'étudiais un peu sa fiche-là hier, c'est que je me disais, tu vois, on voit tous les gros CV à Virtus Bologne et tout. Il n'y a pas si longtemps que ça, on aurait dit, bon, bah, voilà, n'importe quelle équipe française va se faire démonter face à un club comme ça. Et là, quand on voit le recruteur de Monaco cet été, on se dit, bah, finalement, non, Monaco a ses arguments aussi de son côté, quoi. Tout à fait. Exact. Oui, c'est ça. Nous aussi, maintenant, c'est bien, je vois que je suis pertinente dans mes propos aussi. Nous aussi, on peut montrer les gros muscles maintenant. Bon, alors bon, pas les miens, mais voilà, l'image est là. Ceux de Donta Hall. Oui, voilà, plus. Ouais, bah d'ailleurs, vous savez qu'il y a un moment sur le terrain le match d'hier, désolé, je reviens dessus, Julien, mais Monaco hier qui a aligné en même temps Donta Hall et Yohan Makoundou, et là, quand tu vois ça, je pense que tu te dis, putain, les cercles, ils doivent avoir peur quand même, parce que t'as deux gros arracheurs de cercles sur le terrain en même temps. Voilà, clairement. À dire que les Barjo Dunkers allaient déposer le bilan, quoi. C'est à peu près ça. Bon, je vous propose de refermer cette page européenne où on a quand même pas mal développé en plus sur ces équipes qui commencent cette semaine. Bon, rapidement, je voulais juste dire un mot vraiment rapidement sur le mondial féminin quand même qui s'est terminé la semaine dernière avec l'équipe de France du coup qui est sortie en quart mais contre une équipe de Chine qui fait quand même médaille d'argent. Vous avez pu suivre un petit peu les gars? Ouais, je vais pouvoir peut-être un petit peu parler là-dessus. C'est dommage, ça se finit un peu en autre boudin, mais malgré tout, il y a peut-être un motif de satisfaction au-delà du fait que j'aurais aimé Toupane ait pris l'équipe vachement tardivement, je trouve. Enfin, bon, voilà, pas après Valérie Garnier, voilà, il essaye de proposer quelque chose d'autre, mais je parle plus, moi, des joueuses et de l'apport de Marine Fotoux, qui a été très, très intéressante, Liliana Rupert, tout ça, c'est la génération 2001. Donc, Gabi Williams, par contre, aussi, du coup, qui a été très intéressante, en leader, qui se transforme vraiment en Gabi Williams. Bah oui, parce qu'on la connaît pour son apport défensif, mais impressionnante. Elle était forcée entre guillemets avec les absences innombrables côté français de prendre ses responsabilités, peut-être un peu trop. Il y aurait une Marine Johannes dans la création aurait fait du bien peut-être pour l'équipe de France, mais voilà, peut-être même, d'ailleurs, oui, on va pas refaire j'allais dire, Sandrine Gruda aussi, tout, voilà, un peu plus d'expérience. Beaucoup de monde, quoi. Mais ça forme, disons que, voilà, quart de finale, contre la Chine, c'était frustrant, parce que quand on revient à une possession à peine, je me dis,
Et en fait, non, c'est voilà comment stopper la grande numéro 15, là, j'ai plus son nom, c'est imprononçable. 2m5, il me semble avoir vu. Hein. J'avoue que j'ai pas trop pu regarder le match, que c'était une grosse semaine pour CB, donc j'ai pas trop pu regarder la semaine dernière, mais a priori, c'est impressionnant quand même. Ouais, et puis une grosse, des grosses pourcentages d'adresses au shoot aussi. Enfin voilà, la Chine c'était propre, les États-Unis, on n'en parle même pas, c'était injouable. Et puis voilà, disons que dommage de pas ramener une petite médaille, mais la défaite contre la Serbie, ouais, ça coûte cher pour les nous a tirages au sort peut-être derrière, un quoi. peu coûté je pense, mais bon. C'est comme ça. Disons que voilà, moi, ce que je retiens, c'est Paris 2024, on sera potentiellement très costaud. En tout cas, je l'espère, que ce soit fille ou garçon, qu'on va se régaler au JO. Alexis, quelque chose à ajouter ? Non, j'ai pas trop suivi pour le coup, donc je me fie à l'analyse précise et éclairée de Jules. Et ma foi, je pense qu'on peut refermer cette page fort intéressante. On va rester là pour ce soir. J'avais prévu 1h44 d'émission. On est à 1h40. On a plutôt bien géré, je crois, les gars. C'est beau. Mais voilà, bon, on va rester là-dessus. Ça faisait déjà quand même une grosse émission, mine de rien, avec les deux journées. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore follow à la chaîne, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à sub si vous pouvez vous le permettre, ça soutient la chaîne, ça fait toujours plaisir. Genre dans le chat, je sais pas si on prononce son nom de pseudo comme ça, hein, qui dit j'ai loupé la preview du derby. On fait pas beaucoup de previews parce que je pense que si on faisait des previews de tous les matchs, il nous ferait le double d'émissions, donc c'est déjà assez long comme ça. Mais on en parlera du coup à la prochaine émission, on fera le débrief par contre de ce fameux derby qui arrive demain. Donc voilà, je vous remets tous les réseaux. N'hésitez pas à aller rejoindre tous les réseaux que je vous envoie là dans le chat. Je crois que tout est passé. Notamment nous rejoindre sur Discord, comme je vous en parle souvent. Hein, mais à ce propos, pour le derby, bien sûr. Bon, alors je ne sais pas si Jules, tu connais la formule employée par le speaker de Cholet Basket, Bruno Baudin, à chaque victoire, qui est celle que le taureau bouffe le poulet. Et donc, j'invite tous les spectateurs choletais qui nous regardent à aller manger du poulet, évidemment, demain. De mon côté, parce que la vraie anecdote, c'est surtout que Bruno Baudin mange réellement du poulet les jours de match. Mais exactement. Et moi, de mon côté, j'ai prévu ma petite escalope de poulet à me faire demain soir, avant le match, évidemment. Voilà, c'est un passage obligatoire avant de ce derby. Et ma foi, merci pour cette petite anecdote qui valait, bien sûr, le coup. Du coup, je vous ai renvoyé tous les réseaux. Si jamais vous suivez cette émission en replay sur YouTube, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, un petit commentaire, à vous abonner. Voilà, je fais ma petite pub à la fin, vous m'en voudrez pas trop, les gars. Et du coup, voilà, on va rester là-dessus. C'était très cool. Merci, les gars, pour cette émission. J'espère que vous avez kiffé comme moi. Et voilà, à vous derrière votre écran, je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve lundi prochain pour le débrief de la journée numéro 4. Désolé, Jules, il n'y aura pas Rohan du coup dans le prochain débrief, mais on se rattrapera plus tard, évidemment. Du coup, voilà, lundi prochain. On sera là quand même. Pas de technique. Ça taille avant de partir là ce soir. Du coup, voilà, donc je vous dis à lundi prochain, 20h comme d'habitude. D'ici là, kiffez bien dans les salles de basket français. Et puis voilà, salut tout le monde. Salut la team. Yeah, feel like John Moran. Need a triple-double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran. Need a triple-double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, I need it now. Told him on the lay. I've been moving, dog. Yeah, I'm on the way. I don't hear the talk. Don't care what they say. I don't got no patience. I can't ever wait. I've been trying to get it. Running up all these digits. And I've been in the gym. I've been up doing minutes. I just put in that work. Told them it's strictly business. And I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Moran. Need a triple-double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drop the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Moran.
need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drive the ball, nah, I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah, they don't want it done like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. I'm the baddest chick, I'm not a thick. I'm about my business, show a money clip. Sushi got it, make that money quick. 나를 with the bags, they don't know what hit. All I got is money on my mind. Dedicated, steady on my grind. 내가 원하는 삶으로 laser focus to my goals. All I got is money on my mind. I won't stop till everything is mine. 내가 원하는 삶으로 갈 때까지 let's get this money. Let's get this money. Euros, dollar bills, getting this on 안에. Let's get this money. 원인 유엔 better know I'm on it. Let's get this money. 이끌 모아 대산나 한꺼번에. Let's get this money. I don't care where you're from. Get your hustle up and flowing. 건방진 money. 싸가지 rich. 미친 baller. 겁 없는 drip. Yeah, baby, won't you stunt on them? They act like you can't front on them. All I got is money on my mind. Dedicated, steady on my grind. 내가 원하는 삶으로 laser focus to my goals. All I got is money on my mind. I won't stop till everything is mine. 내가 원하는 삶으로 갈 때까지 let's get this money. Let's get this money. Euros, dollar bills, getting this on 안에. Let's get this money. 원인 유엔 better know I'm on it. Let's get this money. 이끌 모아 대산나 한꺼번에. Let's get this money.